Voilà, nous allons reprendre le cours de cette matinée avec le respect des timings que nous devons à vous toutes et vous tous qui nous suivez en streaming à distance et qui vivez ces moments très riches et voire même exceptionnels depuis le début de cette matinée grâce à Randstad. Et merci encore d'avoir initié, François et toutes les équipes, cette matinée sur le thème de redonner du sens au travail. Je vous propose une table ronde avec des experts, 4 experts qui vont nous rejoindre sur cette scène où nous allons évoquer ces sujets-là. Permettez-moi une petite charade. Mon premier aide les talents à prendre leur envol en leur ouvrant des horizons. Thierry Baril, merci Thierry de nous rejoindre. Vous pouvez l'applaudir. Installe-toi. Merci. Mon deuxième pilote avec brio la conduite du changement. Xavier Chéreau. Xavier, viens nous rejoindre. Merci de l'applaudir. Mon troisième est au petit soin pour les salariés et ses clients, Audrey Dervelois. Merci Audrey d'être avec nous. Venez nous rejoindre. On vous applaudit aussi. Là-bas, de l'autre côté, si vous permettez. Merci. Et puis mon quatrième a une vision panoramique du travail. Il est là, Pierre Ramin. Merci Pierre d'être également avec nous. Vous pouvez applaudir le directeur général du travail. Et puis mon tout est une table ronde que je vous propose, pratico-pratique, sur comment concrètement on redonne du sens au travail. Regard croisé, je le disais, merci à vous 4 d'être avec nous, malgré l'emploi du temps chargé que vous avez. On va commencer par cette notion de sens qui nous anime, qui nous occupe depuis le début de cette matinée et qui nous occupe au quotidien d'ailleurs, le sens au travail. Je me tourne vers Xavier qui est à mes côtés. Sens au travail. On en parlait tout à l'heure avec François, avec Madame la Ministre. Pas évident quand on est dans une entreprise toute jeune, 3 ans, voilà, qui est globale. Elle s'est construite pendant la période Covid en particulier, avec des marques iconiques, des géographies différentes. Ce sens chez Stellantis. Alors effectivement, tu as raison, une toute jeune entreprise, puisque 3 ans d'existence, donc encore une start-up, si je peux m'exprimer ainsi, avec 250 000 collaborateurs, mais une toute nouvelle entreprise. Et ça a été une formidable opportunité, et en plus une fusion de taille jamais vue dans le monde automobile, je crois, et qui, pendant la période de pandémie, de surcroît, a suscité un certain nombre de questionnements pour redonner justement du sens et créer les fondations de cette nouvelle entreprise. Et de fait, ça a été une superbe opportunité. Le premier acte fondateur porté par le président et son comité exécutif, ça a été de travailler sur le sens, sur la vision et sur les valeurs associées. Et ça a été un élément fondamental de la création et du succès aujourd'hui, on peut le dire ainsi après 3 ans, du succès de l'entreprise. Et à travers ce travail, on a réussi à définir cette vision destination, qu'est-ce qu'on veut faire de l'entreprise. Et on a travaillé sur ces valeurs pour porter l'ensemble des collaborateurs. Et au-delà de ça, ce qui est, de mon point de vue, avec mon regard RH, ce qui est important, c'est de travailler aussi bien évidemment sur les comportements. Il n'y a pas d'engagement sans les comportements. Et donc, un des premiers actes également, ça a été de travailler sur le code of conduct. Donc, pouvoir véritablement demander à chacun d'adopter un comportement qui est lié à ce que nous souhaitons en termes de valeurs dans l'entreprise. Donc, point fondamental. Pas évident, Xavier, quand on a un nombre de nationalités, je crois plus de 150 nationalités, il y a des marques iconiques, il y a des géographies, des histoires aussi. On parle beaucoup de collectifs dans le domaine des ressources humaines. Pas évident de créer un collectif et de donner un sens commun. Oui, absolument. D'où cet acte fondateur et de donner cette vision qui regroupe 170 nationalités, avec une langue commune qui était l'anglais, qui était aussi un défi avec 3 piliers majeurs entre les États-Unis, la France et l'Italie. Et donc l'objectif, ça a été effectivement de donner ce socle commun à chacun d'entre nous pour pouvoir pouvoir retraduire sa contribution dans l'entreprise. Ouais, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec Patrick Martin et Marie-Lise Léon sur quel est mon sens à moi dans l'entreprise et quelle est ma contribution personnelle. On va y revenir, Xavier. Merci d'être avec nous. Merci Thierry d'être là. Je sais que ce mot sens, il évoque beaucoup de choses pour toi et il te tient vraiment à cœur. Le sens ADN de l'entreprise responsable. Ça nous rappelle un ouvrage. Oui, c'est un petit bouquin que nous avons sorti, un petit collectif il y a 3 ans, quand nous étions tous en pleine pandémie.
et que l'on se posait des questions. Bonjour à tous déjà, j'aurais dû commencer par ça. Et que nous étions tous en train de nous questionner sur l'avenir, et en particulier dans le domaine aéronautique, puisqu'il ne vous a pas échappé que pendant la crise du Covid, peu d'avions volaient à ce moment-là, et que nous avons tous subi dans notre corporation un trou d'air, pour sans faire de jeu de mots, assez conséquent. Bon, qui depuis, fort heureusement, n'est devenu qu'un mauvais souvenir, puisque nous sommes repartis en hypercroissance. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi au sens, parce que c'est ce qui fait tout, en fait, finalement. C'est ce qui fait tout, et je pense qu'on avait raison d'imaginer il y a 3-4 ans, dans le monde de l'entreprise, qui est un des derniers remparts peut-être aujourd'hui dans le monde, par rapport à tout ce que nous observons en termes de désordre, d'instabilité, de désorganisation. Ça reste un monde finalement où on peut encore structurer, où on peut encore stabiliser, où on peut encore développer, où on peut se préoccuper de quelque chose qui est important pour nous, qui est l'humain. Et d'ailleurs, depuis ce matin, on parle beaucoup de social. Moi, je vais essayer de vous parler beaucoup d'humain. C'est une nuance importante, je trouve. L'humain qui est au cœur de tes convictions, Thierry, dans un groupe en pleine forme. Hein. Je me souviens, on s'est vu au Salon du Bourget avec ce bus. Hein. On recrute, c'est quoi? C'est 150 000 salariés, beaucoup de recrutement, avec une vraie dynamique et un vrai sens. Alors nous sommes une PME par rapport à Stellantis, 150 000 par rapport aux 250 000. Moins d'acquisition, un business qui effectivement aujourd'hui se porte plutôt bien, puisque nous avons un carnet de commandes qui représente aujourd'hui à peu près 10 ans d'activité. Je pense qu'il y a peu d'entreprises dans le monde qui ont cette visibilité. Et c'est vrai que c'est une chance. C'est une chance parce que ça nous permet de nous inscrire dans la durée. Mais en même temps, puisque c'est une opportunité, chaque opportunité a un risque, c'est de ne pas louper ce qui est face à nous. Et ce qui est face à nous, c'est la transition écologique et c'est le fait demain de vous proposer des modes de transport aérien qui soient de moins en moins susceptibles d'avoir une empreinte, en particulier CO2, mais pas seulement, et de pouvoir travailler aujourd'hui, alors même que nous sommes en croissance très très forte, sur l'avenir, sur le futur, sur les technologies de demain, qui aujourd'hui ne sont pas éprouvées. Mais c'est toute la beauté de notre métier d'ailleurs. Il y a le quotidien et puis il y a la vision où il y a la vision on long se terme, projette. absolument. On va y revenir. Merci Thierry. Et juste sur le sens, pardon, parce ouais, que c'est quand même, il fallait que je le dise, on a chez nous un motto qui est en fait notre raison d'être, qui est, je ne vais pas vous le faire en anglais, en principe c'est en anglais, mais en français c'est plus compliqué finalement. C'est de rester des pionniers, et ça je pense que c'est important dans les valeurs d'entreprise, tu en parlais Xavier, pour une industrie à la fois aéronautique et spatiale qui soit sustainable, c'est-à-dire durable, et pour un monde sûr et uni. Et je pense qu'avec les crises que nous observons depuis ces dernières années, nous sommes aussi contents d'être un contributeur important dans le domaine de la défense, puisque malheureusement, il faut aussi savoir préparer l'avenir sur cet angle-là. On verra comment le sens prend tout son sens chez Airbus avec Thierry Barrier. Merci Thierry d'être là. Bonjour Audrey Dervelois, merci d'être avec nous. On parle beaucoup de sens, et quand on est une entreprise comme Sanofi, il y a vraiment du sens, puisqu'on est dans ces sujets sociétaux de santé, de bien-être, et ça crée du sens pour l'externe et puis en interne évidemment. Oui, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors oui, je pense que ça crée du sens par nature puisqu'on s'occupe de la santé des gens. Alors nous aussi, on a notre raison d'être qui est de poursuivre les miracles de la science et de changer la vie des gens. Alors on espère que ça soit inspirant pour nos collaborateurs. En tout cas, c'est beau. Hein, c'est beau. Une fois qu'on a dit ça, au quotidien, c'est pas forcément facile. Je pense que vous suivez les actualités aussi de notre groupe. On a vu la période Covid, etc. Donc en fait, c'est comment on maintient finalement la motivation aussi des collaborateurs au travers de la transformation, au travers des succès, mais aussi des échecs. Ça fait partie notre R&D aussi. On a une R&D qui est compliquée. Donc en fait, la première chose, nous donner du sens, c'est donner du sens par rapport à ce qui est spécifique au domaine de la santé et d'aider les collaborateurs à comprendre cette gestion du risque, des succès et aussi des échecs collectifs. Donc ça, c'est vraiment spécifique à notre secteur. Et puis le deuxième sens, j'ai envie de dire, c'est sur les sujets sociétaux. Donc comment chaque collaborateur va contribuer, on a beaucoup dit ça, se sentir acteur en fait du projet de l'entreprise. Donc là, on est plutôt sur des sujets sociétaux, diversité, d'équité, d'inclusion,
Et donc là, on a des groupes ERG, on a des programmes de mentorat, et puis un programme particulier plus lié à l'actualité, mais qui donne beaucoup de sens en ce moment à nos collaborateurs, c'est d'être partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques. On a un élan en fait derrière ce grand moment historique pour la France, et donc c'est aussi une façon de donner du sens en ce moment. Le sens, pas évident. Vous dirigez la France, donc il y a une empreinte territoriale qui est très importante avec des usines, il y a des centres de R&D, il y a un siège. Là aussi, trouver un sens commun, pas évident. Alors oui, c'est ce que j'ai découvert. Moi, j'ai rejoint le groupe il y a 1 an et demi, donc je me suis dit, waouh, une empreinte énorme. Hein. On a 20 000 collaborateurs en France, on a effectivement une diversité sur les activités. Mais en fait, c'est exactement ça, c'est de repartir d'une ambition, d'une stratégie commune où chacun va contribuer. Donc on le fait, par exemple, en ce moment, on parle beaucoup d'immunologie chez nous, donc des pathologies chroniques, et de se dire comment on contribue quand je suis dans une usine, quand je suis dans un centre de recherche, un laboratoire, mais aussi quand je suis dans les activités commerciales, etc. Donc en fait, c'est un projet commun et que chacun trouve en fait sa contribution et que ça soit visible et tangible. Parce qu'une fois qu'on l'a dit, c'est bien. On se rend compte qu'on a dû investir énormément de temps, revoir complètement notre communication interne pour que ça cascade dans toute l'organisation, puisqu'on fait en fait des études annuelles. Et ce qui ressort le plus souvent, malheureusement, c'est qu'en fait, on a du mal à voir le lien entre ma contribution personnelle et sur ce projet global d'entreprise. On va voir comment vous palliez donc on le fait au niveau ça. France, et puis après on descend. Et on cascade. Merci encore d'être avec nous. Merci Pierre Hamin, merci Pierre de nous avoir rejoints pour nous donner ta vision du travail. La définition du travail pour le directeur général du travail, on parle beaucoup d'emploi, peut-être moins du travail. Et bonjour à toutes et tous, et voilà, merci de me donner l'occasion d'échanger sur ces sujets. Peut-être d'abord pour commencer, pas une grande définition de la notion de travail, mais peut-être sortir de l'opposition des notions de travail et d'emploi, parce que je pense qu'aujourd'hui, et ça ressort beaucoup dans les échanges qu'il y a eu jusqu'ici, on voit bien que quand on parle d'emploi, en réalité, on parle également du travail, et que quand on est confronté à des enjeux d'attractivité et confronté aussi à des salariés, à l'évolution du rapport au travail où est exprimé, ça a été dit, la quête de sens, la reconnaissance, le besoin aussi de l'autonomie dans l'organisation du travail, et aussi de conciliation entre la sphère professionnelle et la sphère plus personnelle. Il faut qu'on puisse agir fondamentalement sur les questions d'attractivité aussi pour atteindre l'objectif de plein emploi. Et je pense que ça, c'est un élément aussi important. Puis peut-être aussi la deuxième conviction au démarrage que je voulais partager sur ces enjeux-là, c'est que le moteur pour justement travailler sur ces enjeux et aussi confronté à des grandes mutations qui ont déjà été évoquées, c'est l'enjeu central du dialogue social, de la négociation collective. Alors on a évoqué la négociation interprofessionnelle juste avant, évidemment, et je ne m'y connais pas, je reviendrai peut-être après sur les enjeux de la négociation de branche et les enjeux qui ont été les nôtres en matière de pouvoir d'achat autour de ces négociations de branche. Mais peut-être dire aussi que c'est sur cette question d'attractivité aussi que la négociation, le dialogue social de l'entreprise prend tout son sens. Et moi, j'ai juste un chiffre qui montre, c'est des dynamiques au long cours, depuis plus de 40 ans, la place importante que prend la négociation d'entreprise, mais qui a connu une accélération. Le nombre d'accords d'entreprise, il a été multiplié par 2 depuis 2015-2016. Donc c'est vraiment des dynamiques très fortes, notamment dans les TPE, les PME. Et on débat et de plus en plus aussi de l'organisation du travail. Donc ça veut dire que ces accords ont été signés avec une maille fine. Voilà, une maille de plus en plus fine, notamment y compris dans les entreprises de moins de 50 salariés qui tirent très fortement la dynamique de la négociation. Alors, évidemment, dans les grandes entreprises qui sont réunies autour de cette table ronde, c'est des dynamiques anciennes, mais on voit que c'est un phénomène aussi qui touche les TPE et les PME, qui sont plus l'angle mort de la négociation d'entreprise comme elle pouvait l'être jusqu'ici. Et on voit qu'au-delà de cet enjeu de dialogue, c'est un enjeu aussi de question de dialogue de proximité. Je pense que ça a été aussi dit à la table ronde précédente par Marie-Lise Léon, qui disait que ça allait au-delà de la question même du rôle des organisations syndicales. C'est comment on organise un dialogue aussi, et quand on parle de sens, reconnaissance, je pense que c'est vraiment un élément tout à fait clé pour du moment. C'est une direction, la direction que vous pilotez, Pierre, qui est en agilité et en phase avec l'évolution de ces enjeux. On parlait de transition démographique, technologique, environnementale.
Alors, on est une direction d'administration centrale, hein, donc je ne vais pas non plus voilà, m'élever au-delà Cynthia, de ma quand même. condition en la matière. Je pense que ce qui est sûr, c'est qu'on a à la fois un rôle de... évidemment, un poste d'observation par nature sur les évolutions de la négociation collective, je le disais, sur l'évolution du paysage syndical, l'évolution de ce point de vue-là, et aussi acteur dans l'impulsion qu'on peut donner à la fois dans la construction du droit, mais aussi dans l'observation et l'impulsion. Je pense que ça fait partie aussi de nos responsabilités, par exemple en matière de négociation collective, suivre ce qui se passe au niveau des branches, au niveau des entreprises, impulser notamment au niveau des branches professionnelles, quitte parfois à animer les négociations de branches, puisqu'il y a 70 branches, 80 branches chaque année, dont les réunions de négociation sont présidées par un représentant du ministère, qu'on désigne à la Direction générale du travail. Et puis au niveau des entreprises, aussi capitaliser les bonnes pratiques, les observer, les mettre en cohérence. Ça fait partie des enjeux forts qu'on a aujourd'hui. Voilà, ça c'est ces dimensions qui nous occupent ce matin. Merci beaucoup Pierre Hamin d'être avec nous. Xavier, revenons à Stellantis et peut-être à l'intitulé de ton poste où tu as l'immobilier, l'IT, la transformation. Ça veut bien dire des choses quand on parle de sens au travail et qu'on a eu, je vois Thierry qui me regarde, la période Covid, des injonctions, je disais, qui sont un peu contradictoires. Comment justement on donne du sens dans un groupe comme celui-ci où tu es un peu partout dans le monde, hein. Tu bouges, tu vas au contact des équipes. Effectivement, une activité avec des bouleversements majeurs et qu'il nous a fallu gérer. Et la constitution de cette entité, elle avait pour ambition, pour projet justement d'accompagner cette transformation de l'entreprise, de donner du sens, de donner la vision et d'avoir tous les leviers en cohérence les uns avec les autres pour pouvoir créer une dynamique d'ensemble. Donc, bien évidemment, les femmes et les hommes, c'est le point majeur, mais aussi l'immobilier, mais aussi l'IT, qui permet de pouvoir transformer l'entreprise avec la même dynamique et donner du sens derrière nos actions. Lorsqu'on parle d'un travail hybride, par exemple, et en particulier, c'était très puissant dans le cadre de la période pandémique, de garder cette efficience, mais aussi de donner du sens à travers les modes de travail. Et ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite et de faire parfois d'éléments parfois négatifs, lourds, tels que l'immobilier, d'en faire au final un élément positif et un avantage compétitif. Et l'IT également, pour pouvoir proposer des outils beaucoup plus simples. Et on n'a pas parlé de cela, mais aussi de proposer des organisations qui soient beaucoup moins bureaucratiques, beaucoup plus souples, beaucoup plus agiles. Casser les silos. Hein. Casser les silos, absolument, et porter la vision dans toutes les parts de l'entreprise, bien évidemment. Il y a 4 piliers dans cette politique RH. Tu peux peut-être nous en parler, Xavier, parce qu'ils justement, ils animent tes équipes et toi. Oui, donc effectivement, il y a une vision. Déjà, dans notre raison d'être, la diversité est un élément qui est essentiel. Lorsqu'on est composé de près de 170 nationalités, bien évidemment qu'il y a des différences. Donc cette diversité et cette nécessité d'inclusion, elle est fondamentale et elle repose sur ce pilier-là. Et puis également, d'avoir une expérience salariée qui repose sur des valeurs. Ça, c'était aussi un élément important de la politique RH, de travailler sur cette expérience salariée, je reviendrai aussi à travers les enquêtes qu'on peut mener, pour pouvoir avoir des plans d'action qui sont fondamentaux. Savoir anticiper et porter les transformations. Dans notre activité, c'est bien évidemment un lieu commun que de le dire de cette façon-là, mais véritablement, il y a un projet derrière, et savoir aussi renforcer notre attractivité. Nous avons, par exemple, embauché 10 000 personnes en 2023, donc savoir attirer les bons talents dans toutes les parties du monde, mais aussi savoir les retenir. Donc savoir ce qui les motive, ce qui représente du sens pour eux dans le travail. Et qui les fait rester. Et qui les fait rester. Voilà. Thierry, on parle d'humain, hein, donc, de sens qu'on donne à l'humain, d'expérience humaine. Comment justement, avec une entreprise qui a une culture très forte, avec aussi un rôle sociétal, parce que c'est vrai que c'est une entreprise, j'allais dire, dont l'activité fait rêver aussi. Comment est-ce qu'on donne du sens? Comment on entretient ce sens qui soit à la fois personnel et collectif, hein, puisque les deux vont de pair. Il y a beaucoup d'éléments de réponse déjà dans ta question. Et j'allais dire, juste pour mettre un petit peu d'humour, chaque matin, en fait, en tant que DRH, moi, je me réveille en étant de Johnny Hallyday. Et en fait, mon boulot, c'est de me dire comment je donne envie d'avoir envie. Et je suis sûr que vous avez tous maintenant cette chanson en tête. Mais c'est une obsession, en fait. C'est une obsession permanente parce que dans nos grandes organisations, on a la chance chez Airbus d'être encore une des
rares et dernières aventures humaines. On continue de conquérir. C'est ça. On continue de conquérir le ciel Et le côté et l'espace. rêve, hein. Et il est infini. Et donc ça, quelque part, c'est un élément, bien évidemment, d'appel qui est très très important. Et d'ailleurs, à la suite de la pandémie, une de nos inquiétudes était notre attractivité. Nous sommes rassurés, puisque l'attractivité est très forte et a été confirmée au cours des 2 dernières années comme étant extrêmement forte. Et nous n'avons pas eu tant de mal que cela, il faut rester toujours humble, à finalement accueillir de nombreux nouveaux collaborateurs dans l'entreprise. Mais c'est vrai que chaque jour, cette obsession, elle est importante. Il ne suffit pas de faire rêver et de donner envie, il faut le démontrer. Et le démontrer, c'est au travers d'un certain nombre d'actions, bien évidemment, qui fait que dans notre métier, d'ailleurs c'est toute la beauté du métier, on regarde quelle est la contribution et l'impact que chacun va pouvoir avoir, parce qu'on se rend bien compte qu'une fois que les salariés ont rejoint l'entreprise, le next step, la prochaine étape, c'est de les intéresser dans la durée. Ouais. Et c'est vrai qu'historiquement, chez Airbus, on rentrait chez Airbus, on finissait chez Airbus. On y fait faisait une carrière. Les choses ont un petit peu changé. Et on s'inquiétait, c'était la deuxième inquiétude au-delà de l'attractivité, du taux de rétention, pardon pour le franglicisme. Et finalement, il est extrêmement bas, puisqu'au moment où on se parle, on est chez Airbus dans le monde entier à 4%. Et si je prends l'Europe, on est en dessous de 2%, ce qui est juste incroyable. Alors Thierry, je vais te couper par rapport à la métaphore de Johnny Hallyday. Il y avait aussi un titre qui était « Je te promets ». Alors qu'est-ce que tu leur promets ? Qu'est-ce que tu leur dis à tes salariés pour qu'ils restent ? Qu'est-ce que tu leur proposes pour qu'ils se projettent ? Alors chaque jour, en On va chanter à la fin de la matinée. Chaque jour, on leur propose de mettre le feu, en fait. Ah. Et ça, s'il vous plaît. Et ça, allumez. Mais ça, c'est très très important parce que c'est l'enthousiasme. Et désolé de mettre un peu d'humour dans tout ça, mais quand on parle d'humain, en fait, c'est un sujet de bonheur. Bien sûr. C'est un sujet heureux. C'est-à-dire qu'on tous les jours, notre boulot, c'est de générer en fait les conditions de l'enthousiasme. Et les conditions de l'enthousiasme génèrent l'engagement, tout simplement. Par exemple, donc c'est la des talents. Comment tu donc, en parles. il ne faut pas simplement identifier des talents. Il faut donner à chacun du sens au quotidien, dans sa contribution, dans son impact, travail. dans son développement. Et c'est là que réside la difficulté, parce que nous sommes des organisations extrêmement grandes, extrêmement internationales, et donc il faut travailler tous les différents niveaux managériaux pour qu'on ait tous la même obsession. Voilà, c'est ça en fait, pour essayer de répondre à la question, ça reste très général, mais chaque jour, c'est de se dire quelle va être notre contribution pour générer une contribution individuelle et un impact individuel qui feront qu'ils auront envie, ils seront motivés, ils seront super enthousiastes, extrêmement engagés, et que finalement, ils auront trouvé le sens dans l'entreprise qui se raccorde au sens de l'entreprise. Ouais, voilà, le sens personnel par rapport au sens global de l'entreprise. On reviendra sur l'université des talents tout à l'heure. Audrey, merci d'être avec nous par rapport à cette notion de sens. Et vous avez coutume de dire qu'il y a l'importance du double sens. Hein. Je donne, je reçois. Comment ça se passe concrètement chez Sanofi ? C'est vrai que ça a été un peu chahuté. Ça a été un secteur qui a été sous le feu des projecteurs. Donc redonner peut-être du sens aux collaborateurs, une fierté d'appartenance à l'entreprise, en leur montrant ce qu'ils font pour la société au global. Oui, exactement. En fait, la fierté, elle est là. Moi, j'ai la chance de faire le tour des sites quand je suis arrivée et j'ai jamais vu un doute en fait sur la fierté d'appartenance au groupe, ni le sens de l'impact quand on travaille dans la santé. Enfin, il n'y a pas de doute là-dessus. Les doutes qu'on peut avoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on a, par exemple, un échec sur un développement clinique, et ça remet en cause finalement les compétences, la stratégie, est-ce qu'on a fait les bons choix, etc. Donc le double sens, il est vraiment de se dire, bien évidemment, on parle souvent du devoir, enfin mes droits et mes devoirs. Donc ça, c'est vrai que, personnellement, j'y crois beaucoup. En se disant, voilà, l'entreprise offre beaucoup. Je pense qu'il ne faut pas avoir de tabou. Il faut dire qu'on est quand même, on a des très très bonnes conditions chez Sanofi, dans d'autres grands groupes en France. Moi, j'ai aucun tabou à le dire et je pense qu'il faut le redire et on le dit peut-être pas assez souvent. Nous, on a aussi nos devoirs en tant que dirigeants de donner la stratégie et de la visibilité court terme. Alors, on n'a pas, nous, cette visibilité à 10 ans. J'adorerais l'avoir. On ne l'a pas parce qu'on est aussi dépendant de politiques publiques qui font un effet de yo-yo, qui sont très imprévisibles et qui fragilisent, en tout cas, nous, notre secteur.
Donc c'est comment aussi en tant que dirigeant, on redit les droits, les devoirs de chacun, on réexplique des étapes plus court terme. Et on explique aussi que finalement c'est un devoir de chacun. Patrick Martin parlait de militants. Alors c'est vrai que nous on est peut-être un peu moins ambitieux, on demande à chacun d'être ambassadeur de notre projet, mais moi j'adore le terme militant parce qu'il faut être passionné, j'adore la notion d'optimisme. Mais en fait tout ça c'est chacun beaucoup est un de peu cohérence. l'ambassadeur ou l'ambassadrice Exactement. Et donc en fait il faut de la cohérence dans le discours, il faut qu'on ait des managers en fait qui articulent ça. Et donc c'est très finalement autour de la culture, c'est la culture qu'on crée dans une entreprise, de se dire les choses. Donc nous on travaille beaucoup là-dessus, de casser les tabous. C'est tout. On accepte nos échecs, mais on est hyper optimiste sur le futur. Enfin moi je le suis, et c'est ça qu'on essaie de porter auprès des collaborateurs avec toute l'équipe de direction. Et on va voir avec des exemples concrets ce que vous faites justement chez Sanofi, que ce soit en usine, dans les laboratoires de R&D ou au siège. Pierre Hamin, vous disiez on essaie de donner l'impulsion, on essaie aussi de s'inspirer de ce que font les entreprises. Et je viens de noter les propos d'Audrey Dervelois qui disait les politiques publiques qui font souvent du yo-yo. Pas forcément vous, hein, mais... Absolument, on est bien d'accord. C'était plutôt... Non, mais c'est difficile de rebondir. Non, peut-être juste sur ce point, peut-être moi deux éclairages sur de ce qu'on essaie de construire aussi, dans notre responsabilité, tant que direction du ministère du Travail sur ces enjeux-là. Je disais tout à l'heure, je l'ai évoqué rapidement, il y a une problématique forte sur la reconnaissance à travers les enjeux du pouvoir d'achat, qui a été un enjeu très présent ces derniers mois, ces dernières années dans les entreprises, et notamment du fait du niveau d'inflation et des revalorisations successives du SMIC qui nous ont obligés, au niveau de la Direction générale du travail, à avoir un regard très approfondi du suivi, je dirais quasiment quotidien en réalité, des négociations de branches pour à chaque revalorisation du SMIC, veiller à ce que les branches professionnelles se mettent en conformité et rapidement réassurent, même si le SMIC est appliqué par tous, mais éviter le tassement à l'entrée des grilles de rémunération, qui est un enjeu majeur en fait d'attractivité pour les entreprises. Donc de ce point de vue-là, nous ce qu'on observe, c'est qu'on a un niveau à la fois record d'accords de branche conclus et un niveau de dynamisme, et un niveau en fait très bas des branches qui ne sont pas durablement conformes au SMIC. On voit que les entreprises aussi de ce point de vue-là se sont très largement saisies de ces enjeux. C'est 50% des accords de branche quasiment en 2022 qui étaient sur la question de salaire. Au niveau des entreprises, les deux premières thématiques de négociation, c'est le partage de la valeur d'une part et d'autre part les négociations salariales. Et on voit que là-dessus, il y a eu une très forte dynamique qui est évidemment qu'on a accompagnée de manière proactive. Moi, le deuxième sujet qui m'intéressait aussi de souligner, ça fait écho aussi à l'émergence des nouveaux risques professionnels, vous évoquiez tout à l'heure. D'abord, peut-être dire, parce que c'est... les risques professionnels, ça reste d'abord les risques traditionnels, même si évidemment les salariés, quand Madame la ministre énonçait tout à l'heure la perception qu'avaient les salariés des risques et l'évolution des risques, et parler des nouveaux risques, des risques psychosociaux et de leur place. Les risques traditionnels occupent quand même une place très importante. On a tous en tête les 2 morts chaque jour au travail. Ça n'intègre pas les morts, les accidents de trajet, qui est aussi 200 à 300 morts par an. Les morts suite à des maladies professionnelles, du même ordre, 200 à 300 morts par an. Et donc qui nous impose, parce que ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on n'arrive pas à percer ce plancher en deçà dans lequel on est confronté, qui nous a imposé une action très, très vigoureuse de notre part, collective et partagée. Alors, il y a eu l'impulsion du législateur suite à la négociation interprofessionnelle de 2020, la loi d'août 2021, et puis un plan spécifique qui a été élaboré et construit par le gouvernement, qu'on va approfondir encore dans les prochaines semaines. À la fin du mois d'avril, il y a une clause de revoyure, pour utiliser le terme exact qu'on a donné avec les partenaires sociaux, pour aller plus loin. Et alors, pour agir sur la formation initiale, on l'a dit, pour agir aussi sur les risques et les populations fragiles. On a parlé de la population des salariés intérimaires, et là-dessus, il y a un volontarisme très fort des partenaires sociaux du secteur,
porté notamment par Prisme Emploi, également par Randstad qui est très impliqué dans la démarche et qui pour nous est un sujet majeur. Et puis à côté de ça, il faut accompagner les nouveaux risques, ces nouveaux risques liés, les risques psychosociaux qui ont été exprimés. Nous on a vu quand même, la crise sanitaire a été un révélateur ou un accélérateur d'une tendance qui était en fait antérieure, mais qui nous a fait prendre conscience de ce phénomène. Et là-dessus, c'est vrai que nos moyens de régulation, d'intervention, ils sont moins évidents à trouver. C'est d'autres leviers de prévention. Et c'est là-dessus aussi, et je fais le pont avec ce que je disais précédemment sur le dialogue professionnel, la manière de s'atteler à ces enjeux de dialogue professionnel, à l'organisation du management et à l'organisation du travail, qui sont pour moi un des leviers sur lesquels il faut qu'on puisse collectivement travailler avec les entreprises, parce que c'est vraiment un des enjeux devant nous. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure, ces sujets de management. On parle beaucoup de sens au travail dans un contexte d'évolution, de transformation, de mutation. Le secteur de l'automobile, Xavier, est confronté à cette révolution de l'électrique, le passage du thermique à l'électrique. Donc ça veut dire comment est-ce que je donne du sens à mon travail, comment est-ce que je me projette, déjà pour venir dans l'entreprise, pour y rester. Et donc tous ces sujets de formation. Tu disais, tu as une écoute fine de ce que pensent les salariés avec les études. Comment on fait pour former, pour proposer des évolutions de carrière dans l'entreprise Stellantis? Alors, pour répondre aussi à des questions par rapport à des projets communs qui rassemblent et donner du sens dans un contexte de profonde transformation. Un des projets majeurs qui rassemble tous les collaborateurs, c'est l'objectif de neutralité carbone. Donc l'ambition d'être le premier carmaker à atteindre cette neutralité avant l'horizon 2038 permet de donner du sens à tous les salariés de l'entreprise. Oui, je sais pourquoi je fais ça. Mais encore faut-il le rendre concret. Donc c'est pour ça que nous sommes assignés une mission qui est de former 100% des collaborateurs. Donc à ce titre-là, à titre d'exemple, en 2023, nous avons formé près de 60 000 collaborateurs. Nous allons faire le même exercice cette année et encore l'année suivante. Et l'objectif, c'est de former à la fois l'école blanc, mais aussi l'école bleue. De ne pas avoir une entreprise qui va à deux vitesses, mais bien donner du sens à tous les collaborateurs et que chacun puisse comprendre quelle est sa contribution dans le cadre de ce projet éminemment responsable et sociétal. Et donc, on arrive à avoir des actions et des partages entre le management et l'ensemble des collaborateurs sur ce Noble Purpose, sur cette vision qui est d'être carbone neutral à l'horizon 2038. Donc ça, c'est un élément qui est important. Il y a des exemples, par exemple, tu fais des semaines de l'électrique. Absolument. Ouais. Donc, et partout dans le monde, la même semaine, Ouais. et dans toutes les usines, dans tous les établissements techniques, tous les établissements tertiaires, pour avoir cette même dynamique et étendre les belles pratiques, les bonnes pratiques partout dans le monde. Alors, pour répondre à ta question sur cette vision, comment capter les attentes du terrain? Parce que si on veut donner du sens, il faut aussi être connecté. À titre d'exemple, j'évoquais tout à l'heure les recrutements que nous avons pu faire. Donc, on a mené une enquête sur tous ces recrutements pour comprendre déjà ce qui les a attirés pour venir chez Stellantis et ce qui va leur permettre de rester chez Stellantis. Et là, aussi à titre de RH, j'ai eu quelques surprises sur les motivations pour nous rejoindre. La première motivation, et on en parlait ce matin et on en parle aujourd'hui, c'est le thème de ce jour, c'est la capacité de se développer dans l'entreprise. Mmh. Et ça, c'est le premier point d'attractivité de Stellantis. Et pour moi, c'était quand même une surprise. Le deuxième point, qui est également un marqueur fort de Stellantis, c'est la flexibilité du mode du travail. Que l'on soit aux États-Unis, que l'on soit dans tous les pays du monde, en Italie ou en France ou que sais-je, eh bien ce marqueur-là, pour tous les talents qui nous rejoignent, est quelque chose qui est important pour eux. On n'est pas là pour une présence, on est là pour un résultat, on est là pour apporter sa contribution, sa motivation, sa passion. Parce qu'il y avait eu un petit sujet par rapport au télétravail. Hein, voilà, justement. Absolument. Et le troisième point... Thierry qui pourra réagir après. Et là où j'étais surpris, les produits, nos marques et la visibilité concrète de nos produits arrive en troisième position. Donc on voit bien que cette dimension de développement, de passion et de mode de travail est un élément fondamental pour nos talents. Et de fierté. Et de fierté. Et la deuxième enquête, c'est une enquête que nous menons 2 fois par an sur la totalité de nos collaborateurs, dont 250 000, avec un taux de réponse qui est de 71 pour 70%, donc plutôt un beau taux de réponse. Et là, qui nous permet de mesurer justement cette dimension de motivation au travail et de bien-être au travail. Et ces indicateurs-là sont les indicateurs majeurs. D'ailleurs, les indicateurs, bien évidemment, ça fait un peu bureaucratique. Il y a des actions très concrètes, très terrain, et qui sont animées au quotidien dans toutes les équipes et de manière cohérente, concomitante, dans toutes les parties du monde. Et c'est porté au plus haut niveau de l'entreprise. Lorsque le président Carlos Tavares fait un point avec l'ensemble de ses membres du comité exécutif, le point de la motivation, du bien-être et des conditions de travail sont évoqués de manière systématique.
systématique. Et ça, c'est un point qui est nouveau par rapport à notre monde précédent avant la fusion et qui permet de mettre l'humain, tu parlais de l'humain de Thierry tout à l'heure, au centre et d'être vraiment axé et fondé sur cette dimension de motivation. Il n'y a pas de succès durable sans un niveau de motivation qui soit de haut niveau. Voilà, des enquêtes, des surveilles. Justement, Thierry, par rapport à ce que dit Xavier sur les enquêtes que vous menez, peut-être réaction par rapport au télétravail, justement Oui, si tu y tiens, mais je vais le faire avec plaisir. Peut-être déjà dire, on est très très similaire à Stellantis. Hein. C'est vrai que tous les 2 ans, on mesure aussi notre niveau d'engagement. La fierté étant notre plus haut score. Et historiquement, mais vraiment très très haut score, c'est-à-dire qu'on caracole près du 5. Donc c'est pour nous un élément de fierté que tous nos salariés soient autant fiers de travailler chez Airbus. Donc on le mesure tous les 2 ans, mais par contre tous les trimestres, on fait une mesure de terrain, c'est à peu près 25%, donc 4 fois dans l'année, donc on touche 100% du personnel dans l'année, sur la base d'une initiative qu'on a initiée il y a 2 ans, qui s'appelle Better Workplace, et qui vise à permanence venir mesurer le niveau de satisfaction et d'engagement par rapport à l'environnement physique de travail, par rapport à l'environnement managérial, par rapport à l'environnement digital. Et ça nous met un peu la pression, mais c'est aussi comme ça qu'on progresse, parce qu'on sait que dès que l'on mesure, de toute façon, on progresse. Et c'est vrai qu'on a pu mettre en place des budgets qui étaient assez conséquents au cours des 2 dernières années pour tout simplement améliorer ce qui peut constituer un élément de motivation aussi au travail, c'est d'être dans une workplace, dans un environnement de travail qui soit engageant par lui-même. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas des fans du télétravail. Nous ne sommes pas des fans, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, puisqu'on a un mode hybride, et tous nos salariés qui peuvent être éligibles, donc on a une définition de ceux qui sont éligibles, ceux qui ne le sont pas. Monter des avions depuis la maison, c'est un peu compliqué quand même, donc, par nature. Donc c'est vrai que l'ensemble de nos compagnons les gens sont est sur pareil, site, est pareil dans l'automobile. Sur des populations dites col blanc, c'est vrai qu'on peut avoir des populations éligibles, d'autres qui ne le sont pas. 40% du temps maximum en hybride, à condition d'être proche de son lieu de travail si on est en mode urgence. Mais en fait, vous vous rejoignez sur l'idée de donner un sens à revenir sur le lieu de travail. Oui, mais d'ailleurs, c'est la réalité. C'est-à-dire que même quand vous créez une règle, finalement, la réalité que l'on a pu observer, c'est qu'il y a une présence massive. Xavier, tu veux réagir à ce que dit Juste pour finir, pourquoi une présence massive? Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne dans une entreprise comme la nôtre. On est en mode programme, totalement intégré. Il n'y a pas un seul produit qui sort d'Airbus d'une seule usine. J'imagine que vous connaissez tous les Beluga, qui sont ces grands avions de transport d'Airbus, qui chaque jour transportent des pièces, des composants d'un site à l'autre pour assembler, en fait, par exemple, des avions. Et c'est donc dans la nature même de l'entreprise de créer de l'innovation et de créer des plateformes de programmes qui travaillent par nature ensemble. En télétravail, c'est un tout petit peu moins efficace. Parle-nous de l'Université des talents. Là. Tu avais proposé de réagir, bien sûr, mais oui. Donc, je suis là pour te défendre. Merci, Thierry, merci. Mais je réagis parce que moi, je suis fan du travail hybride, du travail flexible. Parce que pour moi, c'est un élément qui est fondamental aussi, d'un différenciateur, un marqueur de la société Stellantis, et on l'a mis en place à la création de Stellantis. Et ce qui est important... Et c'est ce que recherchent ceux qui viennent te rejoindre. Hein, absolument. Tout à l'heure. Et l'élément fondamental, lorsqu'on met l'humain au cœur de tout, c'est de repenser la relation à l'autre. Et donc de retransformer l'ensemble de nos méthodes de fonctionnement, nos méthodes de travail, en particulier pour le manager. Quand on vient sur site, on n'est pas là, comme on peut le voir de manière assez régulière, pour être derrière son micro, pour ne pas communiquer dans son petit bureau fermé, pour ne pas communiquer avec ses collègues. Donc le fait de revenir sur site, il y a un motif. Il y a une raison d'être, il y a une raison valable. On est là pour interagir, on est là pour créer, pour innover, et on est là pour interagir les uns avec les autres. Et ça nécessite d'accompagner l'ensemble des collaborateurs. Et sans surprise, les managers qui sont le moins à l'aise, et j'en fais partie, sont plutôt les managers qui ont plus de 50 et qui ont plus de difficultés avec ces méthodes de travail. Mais le fait de les aider, de les accompagner, ça permet de faire des pas de progrès et de remettre beaucoup plus de passion, beaucoup plus d'humanité dans nos relations de travail. Et ça, pour moi, c'est un élément fondamental. Et donner cette flexibilité, vous êtes là pour un résultat, vous êtes là pour apporter votre contribution à l'entreprise, ça apporte beaucoup plus de valeur, de mon point de vue. Et d'avoir cette flexibilité et donner le sens de la responsabilité, c'est à vous d'organiser votre mode de travail. C'est surtout pas la fonction RH qui contrôle, surtout pas. Ce sont les managers qui s'organisent, qui soient dans un ratio 50-50, 70-30. Au final, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'avoir une organisation qui répond à un besoin.
Et lorsqu'on est ensemble, on interagit. Si on n'interagit pas, on n'a pas besoin d'être sur site. Intéressant, hein, ce regard sur le sens du télétravail, justement, et du travail à distance. Audrey Dervelois, revenons sur cette entreprise qui est à la fois une entreprise dans la cité aussi. Il y a beaucoup d'actions qui sont faites, en particulier avec Place d'Avenir. Je voudrais qu'on parle aussi des JO et puis qu'on parle de cancer et travail, parce que toutes ces initiatives que vous lancez, elles donnent du sens aux collaborateurs et elles font rayonner l'entreprise et elles donnent du sens au travail. Oui, je ne reviens pas sur les sujets qui ont été dit, parce qu'on a à peu près les mêmes approches. Donc effectivement, on a des programmes en place qui en fait ont un succès incroyable. Je ne vais pas dire qu'ils volent tout seuls, parce que bien évidemment, il y a tout le volontariat des collaborateurs derrière. Mais en fait, c'est vraiment notre ADN. Et j'imagine aussi, quand on travaille dans la santé, c'est le bien-être, c'est créer un impact, je le disais, sur la vie des gens. Donc on a des programmes qui sont dédiés à ça. Il y a notamment un programme qui s'appelle Cancer et Travail, puisque voilà, quand on a des milliers de collaborateurs, tout le monde peut être concerné personnellement ou en tant que manager avec quelqu'un de son équipe. Et on s'est rendu compte que, bien qu'étant des experts de la santé, on était assez démunis quand les situations arrivaient. Moi, manager, comment je gère un collaborateur qui est impacté ou qui revient, parce que la science faisant des progrès, il y a des nouvelles situations où finalement les personnes atteintes de cancer restaient plutôt chez elles. Maintenant, elles souhaitent revenir. Et donc, on a notamment une collaboratrice qui elle-même est atteinte d'un cancer, qui nous a énormément aidé à comprendre. Et là, je le dis, c'est vraiment une écoute super attentive. C'est pas l'histoire d'imposer un programme qui est fait comme ça par, je vais dire, un prestataire et qui va nous dire, voilà, ça c'est merveilleux. C'est qu'on a écouté les vrais besoins. Qu'est-ce qui ne marchait pas, qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus. Donc on a des antennes là maintenant, encore, écoute, sur tous les sites. On a des antennistes qui sont nos propres collaborateurs, qui se sont formés à cette écoute active, à ce conseil. Donc c'est une formation spécialisée. Et donc en fait, on a ces antennes sur tous nos sites où les collaborateurs peuvent venir, les managers qui ont des questions peuvent venir. Et donc ça a pris un tel succès sur la France que maintenant on a lancé le programme dans toutes les filiales dans le monde. Donc c'est notre petit cocorico d'impact vraiment humain. La France a donné le sens. La France a donné le sens et on en est super fiers. Et d'autant plus que c'est un vrai impact humain. Le deuxième, sur Place d'Avenir, ça c'est vrai que c'est aussi une de nos fiertés et on veut vraiment ouvrir nos usines et nos métiers de la science à tout le monde. On est convaincu que ça ne peut pas être des métiers d'élite. On a beaucoup d'experts, mais on doit faire venir finalement plus de diversité dans nos usines, dans nos laboratoires, parce qu'on se rend compte que dans la santé, il y a encore beaucoup de biais. Il y a des biais quand vous êtes patient, vous allez aux urgences, c'est prouvé. Si vous êtes... Je suis désolée, je vais rentrer dans des clichés, mais c'est la réalité. Il y a plein de data là-dessus. Vous êtes une femme, vous êtes lesbienne, vous êtes handicapée en plus et vous avez rajouté 3 ou 4 autres critères. Vous ne serez pas traité en France, je ne parle pas de notre pays, en France, vous ne serez pas traité de la même façon. Et donc ça, on considère que c'est absolument inacceptable et donc on veut absolument changer ça. Donc on a mis des programmes en place. Donc typiquement Place d'Avenir, on va dans les villes. C'est pas couvrir nos usines, on va à la sortie du métro, on va sur les places, on va dire publiques, avec nos équipes donc RH, mais pas que, des volontaires chez Sanofi qui aident les jeunes qui sont moins finalement... c'est pas qu'ils n'ont pas l'envie, c'est qu'ils ont peur de nous rejoindre. Il y a encore des biais là, ils ont peur de rejoindre une grande entreprise. On va les aider à préparer leur premier entretien, on va les aider à faire un CV, parce qu'on ouvre à peu près 1600, 1700 places à ces jeunes tous les ans. Mais s'ils viennent, ils ratent leur premier entretien, ils n'auront peut-être pas le stage. Donc en fait, ces forums partout en France sont faits pour ça. Et on a rajouté, donc j'arrive au troisième sujet, une dimension sportive, parce qu'on s'est dit, bon, c'est peut-être pas nous, on les inspire peut-être pas autant qu'on le voudrait. En revanche, le sport, ça en ce moment, ça attire bien les jeunes. Donc on a rajouté des coachs sportifs, puisqu'on a aussi une team d'athlètes olympiques et paralympiques qui sont avec nous pour les Jeux. Donc on a plein de coachs sportifs qui viennent parler aux jeunes et qui prennent les valeurs du sport en fait pour leur donner envie de réussir et au moins d'avoir cette première expérience. Et les Jeux, je le disais, mais les Jeux olympiques et paralympiques, c'est un partenariat qu'on a voulu, nous, plus pour nos collaborateurs, parce que bien évidemment, on a des contraintes réglementaires. C'est pas comme les grandes marques, on peut pas faire de la publicité sur
sur des médicaments qui sont remboursés. Donc on a pris ce partenariat en se disant comment ça crée une motivation en interne. Donc on a plus de 2024 volontaires qui viennent du monde entier pendant les Jeux. C'était important parce que c'est aussi pour nous une façon de s'engager pour le pays et de ne pas d'avoir que des Français. On parlait de multinationalité tout à l'heure, c'est d'avoir des gens qui viennent du monde entier, qui en plus vont parler plein de langues, donc ça va aider le comité d'organisation. Donc on a les volontaires, mais on veut participer à cet héritage aussi des Jeux. Donc on a plein d'initiatives autour de la diversité et l'inclusion, et donc ça parle évidemment, bien évidemment, à tous les collaborateurs, beaucoup à nos collaborateurs. À tous les athlètes du quotidien de chez Stellantis, Voilà, de chez on est Airbus, tous des petits sportifs aussi au quotidien. et de chez Sanofi. Pierre Amin, on évoquait tout à l'heure les sujets de flexibilité du travail, de nouvelles aspirations. On en parlait au début de cette matinée, la place du travail avec le curseur qui a un peu bougé, équilibre pro-perso, les nouveaux liens juridiques aussi. Ça interroge sur les cadres juridiques justement. Comment vous appréhendez ces sujets-là pour, vous l'avez dit, poste d'observation et être aussi en avance de phase en étant à l'écoute de ce que vivent les entreprises? D'abord, je pense qu'il y a un point important, c'est que voilà, on peut se nourrir des belles initiatives, des projets portés par les acteurs. Évidemment, veiller à ce que le cadre juridique ne soit pas une difficulté à l'expression et à la réalisation de ces initiatives, sans forcément avoir toujours le réflexe, le travers parfois qu'on a un peu en France, de vouloir pour les généraliser, les développer, se dire qu'on va avoir une approche législative réglementaire. Et c'est un peu un travers qu'on peut avoir sur des sujets là, que vous avez évoqués, voilà, sur l'engagement, sur le sport en entreprise, sur le télétravail, où on a des cadres juridiques aujourd'hui qui s'appliquent, qui sont des repères. Est-ce qu'il faut réfléchir à les faire évoluer? C'est partie des sujets auxquels évidemment on doit réfléchir, mais je pense que ça fait partie de nos responsabilités. Enfin, on l'exprime là-dessus de manière aussi claire. Voilà, de regarder et de lutter contre notre travers collectif qui voudrait qu'on fasse qu'on ressorte des textes, une réglementation, une législation. Des lois pour tout. Hein. Voilà, c'est toujours mon étonnement des acteurs, notamment des entreprises, qui parfois nous réclament les circulaires d'application, les instructions, alors qu'en réalité, voilà, c'est fait partie des là, on le voit bien dans vos témoignages, des initiatives qui sont portées, des politiques portées par les entreprises, qui contribuent à l'intérêt général et aussi à la politique du travail que ma direction impulse, et sans forcément qu'on ait besoin de passer par un volet normatif, mais plutôt un volet d'observation, éventuellement d'incitation, pour reprendre aussi ce que la ministre exprimait dans son introduction ce matin. Parfait. Xavier Chiraud, je me tourne vers vous et je vais poser la même question à Thierry Baril et puis aussi à Audrey. Ces sujets de partage de la valeur, donner du sens au travail, c'est se dire, voilà, quelle est ma contribution et comment cette contribution est justement rétribuée. Performance financière implique redistribution, j'allais dire, non ? Effectivement, donc c'est un sujet passionnant qui est vrai en France, mais qui est vrai dans tous les pays du monde. Et l'objectif, ça a été, avec la création de Stellantis, de tout repenser. Donc de repenser tous les outils qui portent ce partage de les valeurs et d'avoir une équité de traitement pour tous les publics, et cela dans tous les pays. Donc on a établi une nouvelle politique, et fort de la réussite de l'entreprise, on a été très heureux de pouvoir redistribuer 6 milliards depuis 3 ans aux collaborateurs. Il y a quelque temps, si vous vous souvenez de la crise, on n'était pas tout à fait dans cette même situation. Oui. Donc d'un point de vue RH, c'était un sujet positif, mais un sujet derrière lequel il faut donner du sens et savoir retraduire effectivement et redistribuer cette valeur à l'ensemble des collaborateurs de manière cohérente. Donc un point essentiel, et on a mené aussi des actions d'actionnariat salarié, comme d'autres le font, mais pour autant, pour nous, c'était une nouvelle entreprise, et on a été vraiment marqué par le succès de ces opérations, et cela partout dans le monde. Quel que soit le pays, alors il y a quand même des différences, bien évidemment, mais très fort en France, très fort en Italie. Là, on est en train de le faire aux États-Unis, mais ça part très très bien. Et on voit que ce sentiment d'appartenance et cette confiance dans la stratégie de l'entreprise à travers ce plan d'actionnariat, il est présent, il est réel. Et ça, c'est pour nous un point sur lequel il faut capitaliser et continuer à pouvoir proposer à nos collaborateurs des outils de redistribution. Quand l'entreprise gagne, l'ensemble des collaborateurs doivent s'y retrouver.
Donc on crée du lien, j'allais dire, au-delà du contractuel, là, du coup. Absolument, absolument. Et ça, c'est un point important. Et tu évoquais le point de pouvoir retraduire sa contribution à l'entreprise. On parlait des enquêtes tout à l'heure. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir des datas et des données pour pouvoir retraduire une analyse. Et aujourd'hui, dans notre groupe, 83% des 250 000 collaborateurs arrivent à retraduire, à concrétiser leur contribution à l'entreprise. Et ça, on peut capitaliser là-dessus. Ça, c'est fondamental. Thierry, par rapport à ce sujet-là. Oui, pareil, bien évidemment, on essaye d'avoir des politiques de rémunération attractives dans tous nos pays, c'est important. Donc on suit en permanence des benchmarks et on essaye toujours de s'adapter. Je pense qu'Airbus bénéficie, mais c'est du travail au long cours, plutôt d'une bonne image en matière de rétribution, parce qu'il y a la partie rémunération, il y a la partie benefits, qui est pour nous très importante. On a beaucoup progressé dans les domaines de la prévoyance, de la santé, de la couverture, parce que c'est aussi ça la responsabilité justement humaine, qui va au-delà de la responsabilité sociale et de la négociation sociale. Et puis, on a, nous aussi, bien sûr, un accord d'intéressement qui est mondial, donc qui est le même partout, et qui existe depuis des années dans l'entreprise, qui est assis, bien évidemment, sur la performance collective, mais également la performance sociale, sociétale, humaine de l'entreprise, notamment dans le domaine de la safety, parce que, bien sûr, dans nos domaines d'activité, c'est extrêmement important. On va en parler, justement, ouais. Et puis, on a un plan d'actionnariat. On est très fiers. On a eu un prix cette année d'innovation pour notre plan qui marche très, très bien partout. Alors, les 3 premiers pays, quand même, en termes de contribution, c'est Chine, Inde et les pays Asie-Pacifique. Donc, même la France et l'Allemagne, qui sont très, très élevés, sont quand même un petit peu en dessous. Ouais. Et donc, on voit l'enthousiasme qui existe un petit peu partout dans le monde. Donc, tous ces plans-là, bien évidemment, nous permettent normalement d'avoir une offre qui se veut attractive. Et ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que tout l'investissement en formation, tout l'investissement développement qu'on peut faire sur nos salariés, pour nous, fait partie également de notre politique globale d'investissement en fait sur les collaborateurs d'Airbus. Et tu en parles dans le fameux bus là que oui, j'ai vu au et on distribue chaque année une sorte de bilan social individualisé pour que chacun soit conscient de l'investissement individuel qu'on a pu faire au travers d'accords collectifs, mais également au travers, j'allais dire, de leur propre rémunération. Ouais. Et c'est vrai que nous faisons partie des entreprises qui investissent beaucoup dans la formation initiale. Le lycée Airbus est depuis des années le premier lycée privé de France. C'est aussi un élément de fierté pour nous. Nous sommes maintenant sur d'autres types de filières de formation en apprentissage ou en alternance, par exemple dans le domaine de la cybersécurité, du digital. Demain, ça sera l'hydrogène. Je me permets, Pierre, parce que ça fait 12 fois qu'on en parle, mais je me permets de réinsister. Les entreprises qui investissent beaucoup sur la formation initiale ont absolument envie de pouvoir bénéficier de la compétence pendant un certain temps. Les anciens comme moi se souviennent des clauses de délit formation. On a toujours un petit problème en France. C'est que si on fait cet investissement, on n'a pas envie que les salariés sur lesquels on a investi partent demain matin dans d'autres entreprises. Aidez-nous, pitié. Pierre, mais vraiment, par rapport à ça, aidez-nous, ça serait super. Puisqu'on se dit tout. Non, mais c'est le débat sur la légalité des clauses de délit formation qui sont contrôlées par le juge. Voilà, donc je ne sais pas si... en tout cas, je pense que ça fait partie des enjeux qu'on peut partager et d'ailleurs, je pense que la négociation interprofessionnelle aussi pourrait saisir pour que éventuellement le législateur puisse faire des choses. Mais on en a déjà... Voilà, ça fait partie des sujets dont on a eu l'occasion de discuter et qui font partie clairement aussi des enjeux que moi je comprends parfaitement du point de vue des entreprises quand elles s'investissent dans la formation initiale, l'accueil, et qu'elles puissent jouer, y compris avec leur écosystème, parce que ça touche aussi au lien avec l'ensemble des filières qui ont des démarches collectives en la matière. Dernier sujet que je voudrais qu'on évoque, il y en a beaucoup, évidemment on ne peut pas tous les aborder. Santé au travail, si je donne du sens à mon travail, il faut que je me dise je vais rentrer sain et sauf chez moi le soir. Audrey, par rapport à ce sujet d'accidentologie, de santé et sécurité. Là, c'est sûr que quand on voit qu'on progresse, mais on atteint peut-être le plateau, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Donc, faut rien lâcher. Enfin, donc, on le fait tous, je pense, dans nos entreprises, notamment, je pense, sur les sites industriels.
Moi, je m'étonne un peu en fait de la culture qui est différente, si je suis honnête, entre la culture justement de ces risques-là. Sur un site industriel, ils sont assez connus. Il y a une vraie culture de la sécurité. Alors, il faut qu'on renforce la formation. Ça a été dit plusieurs fois ce matin. C'est régulièrement, il faut le refaire parce qu'on voit que malheureusement, il y a des accidents tragiques ou des accidents plus légers, mais qui continuent parce que finalement, moi, ça fait 20 ans, 25 ans que je fais le même métier et je me sens finalement pas touchée par ça. Donc ça, vraiment, c'est continuer et à l'autre bout de la chaîne, régulièrement des le dire entrants. tout le temps. Et les nouveaux, mais aussi les anciens. Enfin, moi, quand on regarde les données, il y a aussi les anciens. Et on le sait tous, hein, on a l'impression que parce qu'on fait la même chose, le même geste depuis des années, on est protégé. Non, on n'est pas protégé. Et ça, c'est nous, notre responsabilité de vraiment être très, très rigoureux sur ces formations et régulièrement. Et puis après, j'ai envie de dire, il y a la sécurité sur les sites tertiaires où là, je pense qu'on n'a pas le même niveau de culture. Enfin, je prends les exemples concrets, mais les escaliers. Et donc, je voyais, il y avait des petites initiatives comme c'était pas quand on regardait là, sur nos sites tertiaires qui tenait bien la rampe, hein, parce qu'entre les téléphones, l'ordinateur, on descend, on fait tous 4 trucs en même temps. Donc voilà, ceux qui tenaient la rampe avaient le droit à leur petit chocolat de Pâques. Voilà. Donc il y a des petites initiatives de tous les jours qui sont sympas et qui rappellent que la sécurité, c'est pour tout le monde. Très, très bien, la chasse aux œufs. Donc voilà, il n'y a pas de petits pas et il faut le faire. Thierry, par rapport à ce sujet-là, au-delà de la politique, par rapport à ça, c'est une vraie culture. Vous avez accéléré, je crois que c'était en 2018 hein, que ça s'est vraiment accéléré. Raconte-nous ce que vous faites. Oui, parce que je parlais des obsessions tout à l'heure. Bon, l'obsession, derrière le mot safety, il y a la conformité des produits. Et je pense que vous avez tous envie de voyager dans des produits qui soient extrêmement fiables, parce qu'on est un peu haut quand même dans un avion ou dans un hélicoptère. Et puis il y a la sécurité, santé, sur lequel on avait constaté quand même en 2018 qu'on pouvait vraiment mieux faire. Et donc on est parti dans un plan People Safety at Work qui nous a permis de faire une amélioration mais vraiment significative partout, dans toute l'entreprise. Et on a vécu en 2023 le syndrome d'un peu du plateau. Donc on a senti que voilà, c'était un peu limite, à la fois par rapport à des salariés qui effectivement depuis un certain nombre d'années reproduisent les mêmes gestes et peuvent considérer que ça y est, c'est fait, donc ce que les Anglais appelleraient la complacency, mais également beaucoup de nouveaux embauchés qui arrivent d'autres domaines d'activité qui n'ont pas le même niveau en fait de sensibilité justement à la safety. Donc c'est vraiment un combat permanent. Et quand on parle d'engagement, quand on parle de sens, on doit redonner du sens sur des choses très simples. Et c'est du boulot. Et ça passe aussi bien sûr par notre capacité de leadership. Ça passe aussi par le fait qu'on doit rappeler malheureusement qu'il y a un contrat. Et que dans un contrat, il y a des droits et devoirs. Et que malheureusement, quand les devoirs ne sont pas complètement acquis, voilà, il y a un peu de consequential management derrière. Donc on peut être une entreprise extrêmement humaine, je pense que c'est notre cas, on est vraiment human being centric, et en même temps essayer de se rappeler que s'il y a un contrat, on doit tous être fiables par rapport justement à l'expression de ce contrat. Donc on progresse, mais on sent que c'est vraiment un effort permanent. Et je pense que de ce point de vue-là, l'automobile reste une des corporations industrielles qui est un peu notre phare, que l'on suit. Ils sont bien plus avancés que nous quand même. Xavier, par rapport à ça, justement, cet accident. Ah là là, c'est merveilleux. Je partage tout ce qu'a dit Audrey et Thierry, bien évidemment. Et on a franchi encore un pas de progrès encore cette année, aussi sous la sollicitation du board d'ailleurs, pour intégrer dans nos indicateurs d'évaluation de tous nos managers 2 indicateurs qui ne sont pas des indicateurs financiers, mais qui sont les indicateurs que tu as évoqués, Thierry, la qualité et la sécurité. Par ailleurs, les comportements sont exactement les mêmes quand on parle de qualité et lorsqu'on parle de sécurité. Et donc on sait que si on veut être durablement en dessous de 1, c'est la meilleure assurance de ne pas avoir de décès sur le long terme sur l'ensemble de nos établissements. Donc c'est un combat au quotidien, tous les jours. La répétition fixe la notion dans ce domaine. Donc il faut absolument se battre partout. Mais c'est un sujet qui est partagé, là aussi, dans toutes les composantes de l'entreprise et qui est donné aussi en visibilité au plus haut niveau de l'entreprise. Et ça, en termes d'exemplarité, ça a beaucoup de valeur. Donc combat au quotidien. Et aujourd'hui, on est dans ce résultat-là et très fiers de l'être, parce qu'en tant que RH, mais pas que, pour tous les managers, la première exigence, c'est garantir l'intégrité physique de ces équipes, des femmes et des hommes de l'entreprise. Donc c'est vraiment la colonne vertébrale de notre politique de ressources humaines et que nous vivons, que nous portons au quotidien. Donc c'est la priorité, c'est la première exigence. Pierre, par rapport à ce sujet-là et par rapport au périmètre du ministère du Travail qui inclut la santé, justement, ces sujets d'accidentologie.
Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie, nous, de enfin, déjà, c'est le cœur de métier du ministère du Travail, et c'est le cœur historique de la création de ce ministère. Et c'est évidemment une action concrète au quotidien qui nous mobilise tous. Je pense qu'elle mobilise très largement. Enfin, je pense que les témoignages la montrent aussi que c'est une préoccupation forte des entreprises industrielles, mais même plus largement. Je pense qu'il faut, il faut encore agir sur le risque traditionnel qu'on a cité, qui occupe encore une place importante, les chutes de hauteur, le risque routier, les machines dangereuses. C'est quand même les trois principales sources d'accidents mortels au travail. Et donc là, il faut qu'on puisse continuer à agir, et puis qu'on approfondisse aussi notre connaissance, parce qu'il y a des phénomènes, des mutations. On parlait des phénomènes de mutation climatique. Les épisodes caniculaires, par exemple, ils doivent nous amener à approfondir notre connaissance, notre compréhension des malaises au travail et comment on peut agir sur certaines activités où on est exposé plus particulièrement à des enjeux de charge physique, et comment on adapte le travail aussi pour le prévenir. C'est évidemment en particulier le cas pour le secteur du bâtiment ou pour le secteur de la production agricole, mais ça touche aussi les secteurs industriels. Je sais qu'il y a des démarches qui sont engagées. Voilà, mieux connaître pour mieux agir, mieux prévenir, tout en continuant parce que c'est vrai que les risques traditionnels aujourd'hui, on les connaît. Les mesures de prévention, en général, elles sont connues, mais c'est un combat aussi quotidien pour continuer à les imposer, les faire appliquer par tous, les jeunes et puis les moins jeunes. On va terminer cette table ronde avec la question que j'ai posée tout à l'heure. Dans quel sens va le travail si on veut ouvrir justement des perspectives? On va commencer avec vous, Audrey Dervelois, sur le double sens que vous évoquiez tout à l'heure, entre droit et devoir, et le côté positif de là où va le travail, et puis peut-être un côté un peu moins positif. Oui, alors j'ai peut-être un autre exemple en tête, c'est quand on regarde nos mobilités, on va dire internes et externes, et en interne notamment sur les métiers sensibles, les métiers en tension, on voit bien qu'il y a des opportunités, mais on voit bien aussi qu'il y a un besoin d'agir et de se mettre en dynamique pour me reformer, pour regarder où il y a des opportunités. Donc en fait, on est tout le temps dans cette ambiguïté finalement de se dire mon métier d'aujourd'hui, est-ce qu'il sera encore là dans 5 ans, dans 10 ans? Moi, je n'ai pas de boule de cristal non plus, mais je pense que collectivement, il faut qu'on ait toujours cette prise de conscience. Quels sont les métiers en tension d'aujourd'hui? Demain, c'est tout autour de l'anticipation. Et j'imagine qu'on a tous les mêmes sujets autour de l'intelligence artificielle et de se dire comment le digital va transformer nos métiers. Mais alors, je suis peut-être encore une fois une optimiste de nature, mais je suis convaincue qu'il y a des opportunités. En revanche, il faut qu'on aille plus vite sur l'anticipation et qu'on fasse ça collectivement, aussi avec les organisations syndicales et dans le dialogue. Mais on doit anticiper plus, clairement. Pierre Amin. C'est compliqué de résumer en une minute là, des échanges à la fois de notre table ronde et puis plutôt dans la matinée. Peut-être des mots-clés moi, qui me voilà, sur le sens du travail, on a parlé d'émancipation, aussi d'aventure collective, et je crois que c'est beaucoup ressorti aussi cet aspect-là. On a parlé de reconnaissance, d'autonomie et d'anticipation. Moi, je pense que c'est autour de ces notions qui ont finalement assez nourri à la fois notre table ronde et puis les échanges de la matinée qu'il faut continuer à agir collectivement. Thierry Baril. Oui, dans un monde qui peut être un petit peu bousculé, il faut rester très optimiste. Je pense que l'avenir du travail, à partir du moment où chacun trouvera son sens et que le projet collectif continuera à donner du sens, il est acquis. On parle beaucoup de l'évolution technologique, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Moi, je le vois plutôt comme une opportunité d'humain augmenté. Et on l'a vu dans le passé avec des automatisations industrielles. Finalement, on a plutôt vu des développements humains que le contraire. Le tout, c'est de l'anticiper. C'est exactement ce que vous disiez, le prévenir, de ne pas attendre d'être face au mur. Et je pense que oui, il faut rester confiant, optimiste, on va faire de grandes choses. Parfait. Soyons heureux. Xavier? Complètement sur la same page, sur la même ligne. Beaucoup d'optimisme par rapport à la période que nous vivons, de redonner beaucoup plus de sens à l'humain dans nos organisations, et toutes les opportunités que nous avons de repenser les modes et les méthodes de travail, elles sont formidables parce que ça nous permet de réinventer, et ça c'est éminemment intéressant. Et puis toutes ces opportunités, comme tu le disais, portées par l'intelligence artificielle. Je vous donne un exemple très concret. On a passé 2 jours avec des collègues de partout dans le monde pour voir quels étaient les exemples concrets de l'intelligence artificielle qu'on pouvait tester de manière très concrète, pas avec des grandes ambitions, mais de manière très opérationnelle,
pour réduire la bureaucratie de l'entreprise. C'était le thème qu'on a essayé de porter tous ensemble et les résultats ont été fabuleux. Et au final, ça crée beaucoup moins de crainte et beaucoup plus de confiance sur la valeur ajoutée qu'on peut apporter toutes et tous dans l'entreprise. Et je crois qu'on ne peut pas parler d'engagement si on ne parle pas de comportement. Le comportement, c'est le plus important. Walk the talk, j'aurais tendance à dire. Et c'est à nous de construire cette histoire. C'est à nous d'apporter notre contribution. Donc, éminemment positif vis-à-vis de cette notion. Voilà, anticipons, soyons optimistes, ayons un temps d'avance. On va remercier ces 4 personnalités de nous avoir aidés à donner un sens au travail. Merci à vous 4. Merci du temps que vous nous avez consacré. Voilà, c'était vraiment passionnant. On va clore cette matinée en braquant les projecteurs sur les assises du travail. Merci à vous. Anniversaire symbolique, hein, 1 an jour pour jour, c'est le 24 avril pratiquement, hein, 24 avril 2023. Reconsidérer le travail, le sens du travail, la qualité de vie et la santé au travail, des sujets ô combien importants. Démocratie au travail, avec des ateliers thématiques. On va accueillir, et c'est un honneur de les avoir avec nous, le président du conseil d'administration de Renault Group, Jean-Dominique Senard, qui va nous rejoindre. Merci de nous rejoindre, vous pouvez l'applaudir. Et la présidente de la commission Travail-Emploi du CESU, Sophie Thierry. Merci de nous rejoindre et d'être avec nous ce matin pour clore cette matinée très très riche. Et merci à vous tous d'être avec nous. Merci Jean-Dominique Senard d'être là. Décryptage, moi je voudrais déjà un petit décryptage parce que c'est presque à 4 ans d'intervalle. Il y a eu les 2 rapports, celui que j'évoquais à l'instant et puis celui avec Nicole Notat en 2019 par rapport au sujet de sens au travail justement. Oui, d'abord, merci beaucoup de nous recevoir ce matin. Je crois qu'on est ravis avec Sophie de pouvoir évoquer les travaux qu'on a pu faire ensemble. Sur le point précis que vous évoquez, c'est intéressant de voir la cohérence, si je puis dire, et la lignée entre les 2 rapports que vous évoquez. Il y a quelques années maintenant, parce que le temps passe vite, en travaillant avec Nicole Notat sur le rôle de l'entreprise, cette notion de raison d'être qui, à l'époque, était considérée comme un très joli mot français, mais finalement dont on ne voyait pas toujours très bien l'application. Ces notions d'entreprise à mission, ces notions de responsabilisation commençaient à devenir relativement centrées dans la vie sociale française. Au passage, d'ailleurs, j'avais observé à l'époque, parfois avec un peu de douleur, que ces notions étaient accueillies un peu fraîchement. Il y avait une forme de passion et donc une attente, ça je l'avais bien senti avec Nicole Notat. Il y a eu une réaction un petit peu frileuse, pour dire les choses poliment. Depuis, quand je vois ce que j'ai écouté tout à l'heure, quand je vois les développements de cette notion de raison d'être dans les entreprises françaises, je me réjouis. Je me réjouis parce que finalement, on voit difficilement comment on pourrait se passer de ce concept. Ce qui est intéressant, c'est que dans le rapport que nous avons travaillé avec Sophie Thierry, on aurait pu se dire, mais au fond, pourquoi se relancer sur ce sujet du travail? C'est parce qu'on a travaillé sur 2 pôles différents. Le premier était au fond la découverte, entre guillemets, de la nécessité absolue d'avoir un sens collectif au travail. Et cette notion de raison d'être, sur laquelle je ne vais pas revenir ici, parce qu'on en a déjà pas mal parlé ce matin, mais c'est au fond l'expression de ce sens collectif. Il manquait quelque chose, mais on ne le savait pas encore trop bien. Et les travaux que nous avons faits ensemble ont montré que le complément, en réalité, c'était le sens individuel. Et que les 2 sont totalement complémentaires et qu'on ne peut pas se passer de l'un ni de l'autre. Sinon, on passe à côté du fond. C'est ça, la cohérence. Et c'est ça, je veux dire, qui me réjouit aujourd'hui, c'est que maintenant les sujets sont posés, les entreprises s'en emparent, plus ou moins, on le verra, mais elles sont devenues incontournables. Merci beaucoup. Sophie Thierry, par rapport à justement ces préconisations des assises, reconsidérer le travail, on le voit, est au centre de tout. Ça s'est passé à un moment particulier, à un moment des manifestations contre la réforme des retraites. Petit coup de projecteur justement sur la jeunesse de tout ça, en lien avec ce que disait Jean-Dominique Senard. Bonjour à toutes et à tous et merci effectivement de pouvoir échanger sur ces sujets. On est ravis de pouvoir revenir
sur ces sujets d'assises du travail et le discours et les échanges avec la ministre tout à l'heure, je trouve, étaient très encourageants de se dire que ce travail qu'on a réalisé, qu'on a conduit, je vais revenir un instant sur la genèse, mais dont on a remis le rapport il y a 1 an, a été effectivement un redémarrage, on va dire, d'un grand temps de débat social où le travail reprenait toute sa place centrale et qu'il y a des suites et que les rebonds ont commencé. Et là, il y a quelques signes très encourageants de suite qui vont pouvoir être donnés. Alors, quand tout ça commence, on est en décembre 2022 et l'objet, c'est effectivement de se dire que face aux difficultés de recrutement, il y a un vrai enjeu de repenser la question du travail. On est post-Covid. Alors, le Covid, ce n'est pas tant le Covid le sujet, c'est que ça a été un confinement pour tout le monde et ça a interrogé chacun d'entre nous sur la vie au travail et le travail dans la vie. Qu'on ait été en télétravail ou qu'on était parmi ceux qui ne pouvaient pas télétravailler, mais pour lesquels il y avait un nouveau regard qui était sociétal sur nos métiers, de toute façon, les premières lignes, les deuxièmes lignes, ces termes qui sont arrivés, il y avait une vraie interrogation sur le travail. Vous ajoutez les difficultés de recrutement et entendre qu'on n'est plus dans la période de chômage de masse où le sujet, c'est de concentrer toutes les politiques d'emploi et tous les débats sur avoir un travail, ça a été redit ce matin, mais quel travail? Et que le sujet pour les DRH, ce n'est plus de sélectionner des CV, c'est de se rendre suffisamment attractif pour que des gens aient envie de venir ou qu'ils ne partent pas. Rapport de force inversé. Ouais. Le sujet du travail redevient un sujet central. Et on commence les assises dans ce cadre-là. Alors on devait aller très très vite. On a été très vite, beaucoup trop vite par rapport à l'ampleur du sujet. Mais en 3 mois, on a effectivement rencontré une centaine de personnes dans le cadre d'ateliers, des partenaires sociaux, des experts, des entreprises, des salariés, des témoignages. Et on a ressenti qu'il y avait une très forte envie justement de reparler de ces sujets et de les mettre au cœur. Vous vous rappelez que l'année 2023, c'est la réforme des retraites et la mobilisation sur la réforme des retraites. Donc on peut dire que nous, on a travaillé un petit peu en parallèle de tout ça. Et que effectivement, on voit bien, ceci étant, que c'était aussi un épisode de plus qui montrait que la question du travail, est-ce que le sujet c'est de travailler plus ou moins, comme ça a été dit tout à l'heure, c'était surtout de travailler mieux. On va en parler, on va parler de ces préconisations. Jean-Dominique Senard, on se dit, y a-t-il un sens au travail? Faut-il en redonner? Est-ce qu'il y a une perte de sens, j'allais dire, au travail et comment ça se passe quand on voit que des jeunes sont moins enclins à aller travailler, à rester, ils veulent du sens, ils veulent de l'impact? Oui, mais le constat a été fait et là-dessus, je crois qu'il ne faut pas revenir dessus. Clairement, il y a une recherche de sens. D'ailleurs, il y a 5 ans, avec Nicole Notat, c'était le cœur de notre travail, le sens. Pourquoi? Quel est le rôle de l'entreprise dans cette affaire-là? Ça reste vrai. Je crois qu'il faut qu'on soit humble et prudent. Parce qu'on peut se dire, nous, quand on dirige des grandes entreprises internationales, etc., que tout va bien, qu'on fait tout ce qu'il faut, on donne du sens, on a une raison d'être, c'est formidable. La réalité de la vraie vie, c'est pas toujours ça. Il faut le reconnaître et être un peu humble. Parce que si nous avons eu, nous, des conclusions aussi fermes et établies, évoquant ce véritable besoin, cette soif d'écoute, de reconnaissance, de respect, c'est pas tout à fait un hasard. C'est venu par tous les pores de la peau. Et donc, ça m'a en tous les cas personnellement envoyé le signal que, attention, on peut avoir des meilleures intentions du monde, on peut faire tous les beaux programmes de la Terre. La vraie vie n'est peut-être pas toujours là où on croit. Parce que sinon, nous n'aurions pas eu un tel résultat. Un tel retour est fort, et j'allais dire presque un peu violent. Et pour moi, ça veut dire qu'en effet, il y a un sujet, et que le chemin est encore long avant que nous trouvions les bonnes voies et moyens de faire en sorte que le travail ait définitivement trouvé son sens. Alors il y a un sujet du management que vous évoquez, Jean-Dominique Senard. Il y a une tribune très intéressante, c'était dans le Figaro, c'était le 22 février, où vous parliez justement de ces problématiques de management. Vous évoquiez le terme de responsabilisation, et il y a aussi le terme de société anonyme à irresponsabilité illimitée.
Alors ça, on va reparler. Peut-être avec vous, Sophie Thierry, avant d'évoquer ces sujets avec Jean-Dominique Senard, rapidement les 4 axes, dont la révolution des pratiques managériales qu'on va évoquer ensuite. Oui, pour essayer de résumer très rapidement un rapport que je vous invite, ceci étant, à lire. Je le dis parce qu'on a voulu faire un rapport qui n'était pas un rapport d'experts pour des experts, mais le sujet du travail, on a vu à quel point ça parlait à tout le monde, aux dirigeants, aux RH, aux organisations syndicales, aux salariés, à tout le monde. Aux familles, à tout type d'organisation, et donc on voulait que ce soit un rapport qui puisse être lu par tout le monde aussi. Donc vous verrez, c'est un rapport qu'on a voulu faire léger, mais avec beaucoup d'exemples, beaucoup de chiffres, et qui disent du concret. Voilà, qui soit condensé sur des messages qu'on pense être des messages forts. Un petit préalable avant de dire les 4 axes, c'était très important pour nous que ces assises, elles parlent du travail dans toutes ses formes. On n'est pas seulement dans les entreprises privées, petites, moyennes ou grandes, mais aussi dans les 3 versions de la fonction publique, mais aussi chez les travailleurs indépendants, et y compris des nouvelles formes de travail qui se développent et qui posent cette question, et qui reviendra régulièrement, entre l'individuel et le collectif, et ce rapport de l'individuel-collectif qui se joue au travail. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi le terme de travailleur dans notre rapport, mais c'est bien pour dire qu'on parlait à toutes les situations de travail, on ne parle pas simplement aux entreprises privées. Donc les 17 préconisations qui se sont regroupées autour de 4 axes. Le premier, je vais l'évoquer, je le nomme, c'est celui de la révolution des pratiques managériales et de la généralisation d'un dialogue professionnel. Je laisserai plus particulièrement Jean-Dominique en parler. Il a gagné la bataille de la confiance, quelque part. Voilà, c'est la confiance, c'est à la fois les pratiques managériales, on en a déjà commencé à en parler ce matin, et aussi le dialogue professionnel. Alors, dialogue social et dialogue professionnel, à part avec Marie-Lise Léon et Patrick Martin, on n'en a pas beaucoup entendu parler par la suite, mais c'est une conviction, et on va reparler, que c'est au plus près des situations de travail que les choses vont... Enfin, il y a des adaptations à faire au plus près des situations de travail. On parlait de travail réel tout à l'heure. Donc, il faudra des instances de dialogue et de dialogue professionnel. On parle travail à tous les étages. Deuxième point, l'articulation des temps. En gros, la question des temps... Oui, articulation temps de vie au travail et vie personnelle. Alors, à la semaine, avec le sujet de la semaine des 4 jours, pourquoi pas, au mois, à l'année, ou tout au long de la vie. Donc ça, c'est un sujet très important. Et d'ailleurs, on avait fait une préconisation qui était que le CESE pourrait faire une sorte d'avis autour de benchmark de ce qui se passe au niveau européen et comment on repose le sujet. C'est ce qui a été fait, puisque la Première ministre, dans la suite des assises, a saisi le CESE, ça fait beaucoup de a saisi le CESE sur le sujet de l'articulation des temps de vie, et je fais moi aussi mon petit teasing, le 23 avril prochain, donc très bientôt, les conclusions seront soumises au vote en plénière au CESE. C'est un sujet très important, et je rebondis, on y reviendra sur ce qu'a dit la ministre tout à l'heure, c'est vraiment un sujet d'articulation des temps qui embarque bien évidemment les partenaires sociaux dans des négociations sur cette organisation des temps dans les entreprises, dans les branches, mais qui englobe plus généralement l'ensemble aussi de la société civile, parce que c'est un sujet sociétal par excellence. La question des transports, du logement, quand on parle de télétravail, il y a des inégalités par rapport aux capacités de pouvoir télétravailler de façon sereine. En fait, c'est la vie au travail et puis la vie dans le travail. Les temps de trajet qui s'allongent, et c'est pas pareil quand on fait 1 heure de transport en TGV en première ou au RERC en heure de pointe. Tous ces sujets-là jouent aussi. Donc, pourquoi le CESE avait été choisi? Parce qu'il y a toute la société civile et qu'on a pu aborder le sujet dans toutes ces dimensions-là. Troisième axe, c'est la portabilité des droits. Donc, Pôle emploi, France Travail indique qu'une personne qui rentre sur le marché du travail va changer entre 13 et 15 fois d'employeur au cours de sa vie. Donc, on voit bien qu'il y a un sujet de sécurisation et de son emploi
l'employabilité de son parcours professionnel et que tous les comptes qui sont en train de qui sont développés, le CEC, le C2P, le CPF, je continue pas les acronymes, j'aurais aimé aller jusqu'au CETU, mais visiblement c'est un peu compliqué pour tout de suite, mais ce sera pour le coup d'après. Enfin, tous ces sujets-là nécessitent d'être vraiment portés. C'est un sujet à la fois technologique parce que mutualiser tout ça, c'est pas facile. Il faut le demander à la Caisse des dépôts et consignations, hein, qui en est chargée. Mais voilà, c'est aussi un sujet d'intégrer que le marché du travail, c'est plus une personne qui rentre dans une entreprise et qui Oui, passe fin des carrières beaucoup de temps. linéaires. Hein. Voilà. Il y a des vrais parcours. Et Quatrième point. Quatrième axe, c'est celui de dire que la santé physique et mentale participe de la performance d'une entreprise et de la responsabilité des employeurs. Et de redire ce sujet-là avec force, c'était très important pour nous de dire qu'on parlait de la santé physique et mentale. On a beaucoup parlé tout à l'heure de la question des accidents mortels ou des accidents non mortels. Et je crois que maintenant, tout le monde a les chiffres en tête. On est dans les derniers de la classe au niveau européen. C'est grave. On est arrivé à un plancher et le plancher est haut par rapport à des pays voisins. Mais là, on est sur la question de la santé physique. Et je pense que les RPS ne sont pas des nouveaux risques. Ce qui est nouveau, c'est qu'on parle du sujet de la santé mentale. Elle est pourtant dans la définition de l'OMS et de l'OIT. Hein. La santé, c'est le bien-être physique, mental et social. Et on a toujours centré le sujet sur la santé physique. Il y a des défis énormes à relever sur ce sujet et on l'a vu, beaucoup de grandes industries s'en emparent. Là où on a une difficulté, c'est que, et peut-être une des raisons aussi du plafonnement, c'est que dans les secteurs industriels, dans le secteur du bâtiment, des progrès sont faits, bien évidemment. Le problème, c'est qu'il y a un choix aussi qui a été fait en France, une certaine désindustrialisation, et ce qui s'est développé, c'est un tas de métiers dans des configurations plus ou moins collectives, du tertiaire, dans lequel il y a énormément aussi d'accidents du travail et qui ne sont pas reconnus comme tels. Je reprends, par exemple, les métiers du Caire. On va y revenir tout à l'heure. On va y revenir. Joli teasing. Merci à vous. Okay. Les 4 axes. Non, mais on a ces 4 axes qui sont vraiment très importants. Hein, vous l'avez dit, Sophie, la révolution des pratiques managériales, adapter les temps, portabilité des droits, et puis ce sujet qui vous tient à cœur, la santé physique et mentale. Jean-Dominique Senard, revenons sur les pratiques managériales, pourquoi est-ce qu'il faut une révolution du management en France? C'est l'un des 4 axes des assises, en fait, du rapport. Oui, c'est un sujet qu'on a longuement évoqué ensemble et qui en est une grande conclusion qui ne surprendra peut-être pas grand monde, encore que dans les modalités, ce n'est pas forcément évident. Pourquoi est-ce que nous sommes convaincus qu'il faut maintenant faire face à une vraie évolution, pour peut-être pas dire toujours révolution, mais enfin quand même, des pratiques managériales dans notre pays? C'est que le constat que je faisais tout à l'heure, qui est ressorti de cette absence d'écoute, de reconnaissance et de respect, ou ce déficit en tous les cas fort, devait trouver une solution. Et que pour moi, une des façons de le faire, et Sophie est, je crois, vraiment très à l'aise avec ça, c'est de faire changer la mentalité de nos dirigeants et managers dans notre pays. Et là, j'évoque que notre pays, ça peut être valable dans d'autres, évidemment, pour les entreprises internationales connaissent ça, mais quand même, puisqu'on parle un peu de France, qu'on parle parfois de malaise social, qu'on parle de crise, etc. Mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas une façon un peu plus globale de traiter le sujet? Or, pour nous, pour moi en particulier, la question de la responsabilisation devrait être au cœur de tous nos travaux et de réflexion dans les mois qui viennent, parce que c'est pour moi une façon de résoudre une grande partie des problèmes sociaux que nous connaissons dans notre pays. Voyez-vous, je crois que cette question de la reconnaissance, du besoin d'être considéré, et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec Sophie, nous avons baptisé ce rapport « Reconsidérer le travail » et tous les mots comptent, va être au cœur de nos sujets sociaux des mois qui viennent. Alors, on ne parle pas de choses légères. La question n'est pas de transformer le pays en autogestion. Je crois qu'on se comprend bien. On sait tous où ça peut mener. Mais en revanche, il s'agit de changer fondamentalement l'état d'esprit des dirigeants et des managers, quel que soit leur niveau de responsabilité. Pour faire simple et un peu caricatural, il faut cesser définitivement
d'être commandeur le matin, contrôleur le soir, après avoir été superviseur dans l'après-midi. Ça suffit, les gens n'en peuvent plus. Et il ne faut pas s'étonner si les gens se disent finalement confortables dans leur entreprise, mais pas reconnus. Il ne faut pas s'étonner si les cortèges au moment des retraites étaient composés de 10-20% de gens totalement accros aux questions des retraites. Mais les autres 80%, et je ne tiens pas ça de moi, je tiens de ça des dirigeants syndicaux qui étaient à la tête des cortèges, 80% c'était des gens qui étaient là pour d'autres raisons. Et entre autres raisons, cette espèce d'absence de reconnaissance. Vous savez, il y a deux moyens de mettre les gens dans une situation pareille. Soit la verticalité absolue, et ça génère des catastrophes en général, soit la complexité maximum à travers des matrices de commandement qui sont incompréhensibles. Dans les deux cas, je vous garantis le résultat, vous mettez du monde à l'écart. Et là, il faut qu'on cesse ça, parce que ça existe encore, ne nous y trompons pas. Ça existe très très fortement dans la fonction publique, je me permets de revenir là-dessus. Et je crois d'ailleurs que les propos qu'on a pu tenir à ce moment-là ont eu un écho dans la fonction publique relativement fort. C'est vrai aussi dans le secteur privé. Là aussi, ne nous trompons pas. Soyons humbles. On fait des tas de choses formidables. Vérifions que sur la durée, ça tienne. C'est vrai dans l'organisation de l'État, c'est vrai dans l'organisation des territoires. Pardonnez-moi, c'est un truc assez large, mais pour moi, c'est un vrai sujet national. Oui, une espèce de verticalité qu'on a aussi dans le pays, quoi. Je dirais que c'est quelque chose qu'il faut regarder de très près. L'exemplarité des dirigeants, de ce point de vue-là, est tout à fait clé, si je peux me permettre. Une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas de l'autogestion. C'est l'idée de dire qu'un manager, un dirigeant, quel que soit son rôle, sort de cette caricature que j'évoquais tout à l'heure pour devenir un développeur de talent et pour devenir un ou une personne qui va résoudre les problèmes de l'équipe à laquelle elle a confié cette autonomie. On parle de confiance, on parle d'autonomie, on parle de responsabilisation, et c'est là que ça devient très difficile. Parce que donner l'autonomie à une équipe, ça peut aller. Faire en sorte que l'équipe à qui on donne cette autonomie se sente responsable, c'est-à-dire répondre de cette autonomie, et finalement accepte de considérer que le succès ou l'échec, elle le porte aussi, c'est moins facile, c'est beaucoup plus orthogonal à la constitution humaine ordinaire. Et là, ça devient compliqué. Si j'ai pu, pendant presque 10 ans, diriger Michelin, je peux dire qu'un des sujets qui m'a le plus marqué, c'est de tenir pendant 10 ans une situation dans laquelle on a transformé l'entreprise en entreprise totalement verticale, dont les dirigeants étaient seuls maîtres après Dieu, en une entreprise qui est devenue responsabilisante et que mon successeur a poursuivi avec bonheur et qui font que les performances de l'entreprise se sont considérablement accrues. Et je dois le dire très humblement, pas à cause de moi, mais à cause de la transformation de l'entreprise. Par contre, le dirigeant que j'étais à l'époque a tenu bon. Il fallait tenir bon et ce n'était pas facile. Les RH que vous êtes, les RH étaient pour moi, autour de moi, les piliers de cette transformation. Mais c'était dur. On a eu des échecs, parce que ça démarre par le terrain. C'est quelque chose qu'il faut entretenir avec une formation considérable. Et les échecs sont parfois fréquents. Il faut parfois arrêter les initiatives, il faut reprendre. Ça a pris 10 ans. Donc il faut le temps long. Mais en revanche, une fois que c'est fait, on ne revient pas dessus. Et je vous assure que ça transforme considérablement la vie des entreprises. Alors, nous sommes tous parfaits, nous le faisons tous d'une manière ou d'une autre, mais soyons certains que cette évolution managériale nécessite non seulement du temps, mais de la constance. Et finalement, vous savez, quand on se dit que le nirvana du management, c'est de faire que le succès des personnes soit considéré par elles comme parce qu'elles ont fait réussir les autres. Quand je disais que c'est un peu orthogonal à la nature humaine, vous m'avez compris. Voilà. Et c'est pourtant ça le sujet. Sophie Thierry, par rapport à ce que dit Jean-Dominique Senard, justement, sur ce management, sur cette évolution, cette révolution des pratiques managériales, ça passe évidemment par un dialogue social, dialogue professionnel. Hein.
Oui, c'était un des points clés qu'on a mis dans ce rapport, c'est qu'avec la révolution managériale, il y a le dialogue professionnel. Par dialogue professionnel, c'est pas encore un concept complètement installé. C'est clair. On va dire que chacun y entend un petit peu ce qu'il veut ou ce qu'il craint aussi, parce qu'il y a aussi des personnes qui n'ont pas trop envie de voir s'installer ce concept, parce que ça pourrait être perçu comme une façon de contourner le dialogue social. Bien évidemment, ce n'est pas du tout ce que nous, on a souhaité porter. Je dirais que de façon triviale, pour nous, le dialogue professionnel, c'était on va parler du travail à tous les étages. C'est-à-dire qu'on va parler du travail entre pairs. Donc on va avoir des espaces où, ça a été évoqué aussi tout à l'heure comme une des pistes, où on sacralise un petit peu des temps où on peut se parler. Et avec le télétravail, mais aussi d'autres formes d'organisation du travail, hein. Il y a une plus grande individualisation des horaires de travail, des lieux de travail, et donc ces temps collectifs manquent. Mais c'est aussi reparler du travail dans les instances, dans les CSE, dans les CSSCT. Les CSSCT qui sont beaucoup moins nombreux, donc c'est les CSE qui doivent prendre en charge ce sujet, sauf que les CSE ont des agendas chargés. Et souvent, les sujets du travail, ça arrive tout à la fin de l'agenda du CSE et on n'en parle pas forcément. Et on a commencé à en voir des remontées, et d'ailleurs on a fait des préconisations là-dessus, en disant, je vais essayer de ne pas être polémique, hier c'était peut-être pas la panacée, mais aujourd'hui, cette distance entre le travail tel qu'il se fait et les lieux où on peut en parler, il s'est trop agrandi. Ce dialogue social de proximité, ou ce dialogue professionnel de proximité, manque. Et il y a un tas d'alertes qui ne se font plus. Il y a un tas de lieux où cette considération pour le travail manque. Parce que quand on disait... Après, tout remonte en CSE, quoi. Donc... Mais le CSE est beaucoup plus loin qu'avant. Ça. Et le CSE ne parle pas beaucoup du travail. C'est tout à la fin de son agenda. Donc, bien évidemment, là aussi, il faut parler de travail. Mais dans les comités de direction, il faut parler du travail. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand même un sujet. Alors, quand on a une raison d'être, quand on est entreprise à mission, c'est des choses qui sont censées se faire de façon plus régulière. Mais les comités de direction, parce que quand on parle des pratiques managériales, on ne va pas faire reposer sur les managers de proximité toute une charge qu'ils ont déjà beaucoup de peine à endosser. Il faut avoir les épaules très larges pour être un manager de proximité aujourd'hui. Donc l'idée, ce n'est pas de leur charger la barque. C'est un sujet de stratégie, c'est un sujet de direction d'entreprise, d'impulser et de montrer l'exemple et d'impulser un nouveau type de management. On est sur des sujets très culturels. On va y revenir tout à l'heure sur la santé. C'est de la culture managériale dont on parle, comme on parle de culture de prévention santé au travail. Et c'est pas parce que c'est culturel et que c'est lent qu'il n'y a pas urgence à démarrer tout de suite, même si les résultats seront pas visibles demain. Vous parliez tout à l'heure, Jean-Dominique Senard, de responsabilisation quand on parle de cette évolution des cultures, des pratiques managériales. Compliqué, hein, Sophie Thierry faisait référence à l'instant. Le manager de proximité, sur le terrain, il a une pression, il y a des transformations d'organisation. En plus, on a des pertes de repères, hein, puisque tout change, le lien au travail est distendu, ou il y a de nouvelles formes de lien au travail. Comment est-ce que concrètement, et peut-être avec les exemples de ce que vous faites chez Renault, on recrée un dialogue de proximité? Comment on impulse une nouvelle dynamique au management? Il y a la première étape qui consiste à, comme Sophie vient de le dire, de créer la capacité de faire ce dialogue. Ça veut dire en réalité que le dialogue professionnel, encore une fois, n'a rien à voir, entre guillemets, avec le dialogue social. La seule chose, c'est que l'un alimente l'autre. Et là, la question, chacun doit pouvoir le faire dans son entreprise. C'est une question qui ne peut pas se décider de façon unique. Mais il y a des niveaux de dialogue professionnel qui parfois vont jusqu'à tout simplement s'assurer que l'équipe, quelle qu'elle soit, passe un certain moment à parler avec les individus pour parler du travail, de savoir des circonstances. On croit que c'est fait. On nous le dit souvent. La réalité n'est pas toujours vraie. Et ça serait pourtant tellement simple, voyez-vous. Après, ça alimenterait assez facilement le dialogue social, parce qu'en effet, vous avez évoqué tout à l'heure le nombre d'accords qu'il y a dans les entreprises, et ces accords pourraient très facilement être alimentés par ça. Donc, l'idée de créer ces pôles
où on peut parler avec les équipes au quotidien sur des sujets d'ordinaire, c'est une première façon de le faire. L'autre façon, c'est d'officialiser la création de, j'allais dire, de comités de terrain, de comités locaux, qui n'ont pas le pouvoir, entre guillemets, d'un CSE, mais qui ont le pouvoir de traiter des sujets d'organisation, traiter des sujets de vie au travail et de faire remonter ces éléments-là. Je pense que c'est une façon, d'ailleurs, les ordonnances de 2017 le permettent. Je ne suis pas partisan de revenir sur les ordonnances de 2017 nécessairement, mais je pense que l'on peut compenser le déficit que Sophie évoquait par la création de ces pôles qui sont relativement efficaces. En tout cas, chez Renault, je sais que ça fait longtemps qu'on le fait et que c'est plutôt satisfaisant. Comme Prox, hein, c'est ça ? Rien n'est parfait. Ouais. Comité de proximité. Exactement. Ce n'est pas parfait, c'est pas génial, on peut toujours dire que... Mais c'est déjà énorme. Voilà, la question de la responsabilisation, au-delà, ça va, comme vous voyez, beaucoup plus loin, parce que c'est un travail de fond et très lourd, qui demande des grandes formations, et je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on décrète en 5 minutes, c'est quelque chose de très lourd, ça prend. En revanche, on peut accélérer un peu l'histoire. Il est évident que, pour juste prendre l'exemple de Renault, parce que je le connais bien, après avoir connu celui de Michelin, je le connais aussi chez Saint-Gobain, pour avoir suivi cette entreprise de très près, la déconcentration, voire la décentralisation des éléments de décision sur des pôles individuels, où chacun se retrouve brutalement en charge, non seulement d'un compte de résultats, mais en charge d'armes, si je puis dire, transforme rapidement la donne. Et je recommande, pour ceux qui auraient ça en tête, d'y réfléchir sérieusement, parce que c'est en général redoutablement efficace. Au demeurant, d'ailleurs, ça fait ressortir des talents qui sont parfois cachés dans une boîte noire de l'irresponsabilité collective dont je parlais tout à l'heure. Le jour où vous les mettez en charge, vous les mettez en visibilité, avec une responsabilité extrêmement forte et pas simplement de performance économique, ça change la donne et ça accélère l'histoire. On pourrait rester des heures, croyez-moi, c'est passionnant. Passionnant aussi, ces sujets de l'échelle du temps. On voit l'allongement de la vie. Le sujet des seniors qui a été abordé, Sophie Thierry, dans le rapport. Stigmatisation, on les met de côté, on en parlait tout à l'heure, par rapport à ce sujet. Nous, on l'a abordé quand on était sur cet axe 2, sur les temps. Et le temps du travail tout au long de la vie. On a très clairement, on a fait une préconisation pour faciliter et fluidifier le recours aux retraites progressives, mais on n'a pas dit d'autre chose sur les seniors, parce que le sujet n'est pas tant d'avoir des dispositifs spécifiques seniors. Alors là, je n'engage que moi, mais je pense que ces dispositifs ont un impact stigmatisant bien supérieur à celui d'être aidant, où on pense qu'il est tout à fait normal de travailler jusqu'à 64, 65, 66, 67 ans et plus, et ça veut dire qu'on a toute sa place à ces âges-là dans l'entreprise, où on pense qu'il faut compenser auprès des employeurs ceux qui embauchent ces personnes-là. Mais là, il y a deux messages qui sont complètement contradictoires. Par contre, sur la question de l'emploi des seniors, c'est la question de la qualité de vie au travail tout au long de la vie. C'est la possibilité de faire des changements de vie professionnelle, de ne pas rester longtemps dans des métiers qui sont usants, même s'il faut essayer bien évidemment de limiter la pénibilité de ces métiers. Mais voilà, c'est plutôt la formation tout au long de la vie, c'est plutôt la lutte contre tout ce qui peut user tout au long de différents exercices de métier que de mesures spécifiques. Peut-être rebondir sur ce point pour vous donner un parfait exemple de ce que j'appelle une forme d'irresponsabilité dans nos organismes collectifs. Voyez-vous, le travail des seniors, on en parle tous. On a tous d'ailleurs des bonnes idées sur la question. Mais une chose qui est réelle, c'est que lorsqu'un senior part trop tôt ou part brutalement, il se passe, et c'est statistiquement vrai, je crois, des problèmes de santé qui deviennent des problèmes de santé chroniques. Enfin, ça devient très compliqué. On n'en parle pas trop, mais c'est une réalité. Une autre façon de regarder les choses, c'est si en effet on pouvait prolonger le travail des seniors, peut-être pas à 100%. Peut-être faut-il trouver des compensations salariales et peut-être même l'aide de l'État. Mais cette aide de l'État dont je parle, qui permettrait aux entreprises de ne pas subir de trop lourdes charges par rapport à cette prolongation,
serait largement compensée dans un autre silo qui est celui des dépenses sociales. Parce que le coût des maladies chroniques, des personnes qui partent à la retraite trop tôt ou parce que c'est comme ça, et puis peut-être qu'on les a un peu poussés aussi, est un coût énorme. Évidemment, comme la comptabilité de l'État ne fait pas forcément le pont, on ne voit pas la compensation. Et pourtant, à mon avis, elle est considérable. Voilà, je cite ça parce que c'est typiquement quelque chose qui peut se réfléchir au niveau collectif et pas simplement au niveau du silo, comme on vient de parler. Et effectivement, pardon, je rebondis, on a une des préconisations qui vise à dire que quand on fait des lois ou des réformes qui visent l'un ou l'autre de ces régimes, on a une vision complètement décloisonnée et que quand on agit par exemple sur les retraites, on regarde l'impact sur l'assurance chômage et sur la sécurité sociale en même temps qu'on ait une vision coût global ou bénéfice global, mais en tout cas qu'on ait cette vision décloisonnée. Santé physique, santé mentale, on commençait à en parler tout à l'heure. Je sais que c'est des sujets qui vous tiennent à cœur. Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est vrai qu'on s'est concentré un peu historiquement sur les questions de santé physique, peut-être aussi parce qu'on avait une structure de nos emplois et d'économie qui était avec des métiers où les risques de santé physique est primé. Mais aujourd'hui, on a eu une tertiarisation très forte, une désindustrialisation. Et donc, du coup, je voulais d'abord, je fais partie de ceux qui tirent les sonnettes d'alarme par rapport aux très mauvais chiffres et au plancher, mais je voudrais aussi dire que ça ne veut pas dire que les entreprises ne font pas de progrès sur ces sujets-là et qu'il n'y a pas de progrès. Les progrès sont essentiellement dans les secteurs industriels, dans les secteurs de la construction et dans les grandes entreprises. Et là, il y a des progrès qui sont réels. Mais, et je dirais même, parce que je voulais vous citer le chiffre, c'est moins d'une entreprise sur deux qui fait son document unique d'évaluation des risques, qui est une obligation qui n'est quand même pas nouvelle, puisqu'elle a plus de 20 ans. Même les entreprises qui ne le font pas, qui sont souvent dans les PME, TPE, ça ne veut pas dire qu'elles ne s'occupent pas de la santé, ça veut dire qu'elles ne le formalisent pas dans un document. Donc bien sûr qu'il y a des choses qui sont faites, mais ce qui est en train de se passer là, c'est qu'on en parle effectivement de moins en moins du travail, qu'on arrive à un plancher et qu'il y a des secteurs qui se développent, notamment dans le secteur hospitalier, dans le secteur du care, où beaucoup de gens travaillent en auto-entrepreneuriat ou dans des toutes petites structures, et où on ne reconnaît pas que ce sont des métiers excessivement pénibles, physiquement et psychologiquement. Et je pense que même dans les entreprises, et même dans les grandes entreprises qui font leur document unique d'évaluation des risques, le volet santé mentale est très rarement pointé. Donc ça c'est vraiment un sujet très important. Et surtout, et je vais en venir là au point essentiel de notre rapport sur ce volet-là, c'est que ces documents uniques d'évaluation des risques sont faits la plupart du temps par un tiers externe, un cabinet conseil qui va venir avec sa grille des risques du secteur, et puis qui va ajuster ça un petit peu avec le bilan social. Éventuellement, il rencontrera peut-être un représentant des salariés ou deux, mais jamais on va aller écouter les salariés sur le travail réel pour faire le document unique d'évaluation des risques. Or, ce travail d'écoute des salariés dans le cadre de la prévention nous paraît essentiel, et on a vu, je croise avec des travaux qui ont été menés en parallèle au CESE sur l'impact du réchauffement climatique sur le travail, pas sur l'emploi, pas sur les filières qui vont diminuer, celles qui vont augmenter, sur le travail, sur les conditions de travail. Vous savez tous qu'il y a eu 6 morts dans les vendanges en France, Champagne-Ardenne et Bordelais. On est dans un pays où on ne pense pas qu'on va mourir de chaud en faisant les vendanges. Sauf qu'il y a du réchauffement. Voilà, et on ne pense pas qu'on est dans un pays où on n'a pas pu anticiper qu'il allait faire 45 degrés, que ce n'était pas tout à fait normal de laisser travailler les personnes dans ces conditions-là. Et où les solutions sont assez simples. Sauf que on va avoir des systèmes de sous-traitants dans les vendanges. Les grandes maisons, elles sont très très loin de celui qui a été chercher les saisonniers à l'étranger en général, parce que c'est très difficile de trouver de la main-d'œuvre en France pour faire les vendanges. Et donc ce sujet d'écoute des travailleurs, on l'a vu par exemple sur l'impact du climat. On a parlé tout à l'heure le travail du BTP, de l'agriculture, mais bien évidemment dans le tertiaire aussi. Comment vous faites classe dans des écoles quand il fait 45 degrés et qu'il n'y a pas de rideau aux fenêtres ?
C'est et pour vous, enseignants, mais pour les élèves, et pour l'enseignement, c'est pas possible. Comment vrai vous sujet, on le vivez voit. ça dans les guichets, à la Poste, à France Travail ou autre? Parce que quand il fait chaud, les gens sont tous énervés, mais surtout, ils dorment pas la nuit. Et donc, les risques psychosociaux explosent. Ça, c'est les enquêtes qu'on a fait dans l'écoute des salariés. Voilà. Et donc, quand on parle de dialogue professionnel, ça peut passer aussi par une entrée sur la santé au travail, en commençant par écouter les salariés avec les managers. Oui, au-delà d'ailleurs, si je peux me permettre de rebondir, la statistique qui aujourd'hui est un peu interpellante, comme on dit aujourd'hui, qui est que le nombre de maladies psychosociales dépasse maintenant, en termes d'arrêt du travail, les maladies physiques. Ça pose une vraie question. Voilà. J'en profite d'ailleurs pour signaler qu'on ne peut pas tout faire, tout cela. On a mis le doigt sur un sujet en particulier qui est l'aspect des aires médicales en France, et en particulier dans les entreprises, avec une diminution assez drastique de la présence de médecins du travail. Et ça, c'est un sujet qui nous dépasse un peu, mais qui est un élément sur lequel il faut sérieusement réfléchir collectivement si on veut aussi avoir cette écoute qui passe parfois par un agent ou une agente médicale. Voilà. Parlons, pour terminer, peut-être des parcours professionnels, parce que donner un sens au travail, c'est donner une visibilité sur le champ des possibles. Sophie Thierry, par rapport à ce sujet-là, on voit qu'il faut recruter différemment, qu'il faut... rapidement. Oui, très rapidement. C'est vrai que les difficultés de recrutement ont boosté vraiment une révolution dans les pratiques de recrutement. Comme je disais tout à l'heure, le sujet, c'est plus de sélectionner des CV, c'est de pouvoir vendre son entreprise sexy, hein, pour pour attirer, pour intégrer. Parce qu'il s'agit les gens qui arrivent sur le marché du travail ne sont pas juste en train de faire « youpi, j'ai mon CDI ». Ils veulent aussi être intégrés, que très vite, on puisse leur faire confiance et qu'ils puissent être reconnus pour ce qu'ils font, et puis les fidéliser. Ça a été dit tout à l'heure quand on fait l'investissement formation, mais même si ce n'est pas dans le cadre d'une formation initiale, quand on recrute quelqu'un, il y a un temps d'investissement sur cette personne. Donc comment après on va fidéliser? Donc là, il y a eu vraiment une vraie diversification dans les modes de recrutement, qui entraîne, je pense, une diversification aussi des personnes recrutées et qui est à saluer, qui est positive. Juste un petit point d'alerte, c'est que c'est aussi très important de mettre du soin à la façon dont les gens quittent l'entreprise. Exact. Parce que quand on quitte une entreprise, peut-être qu'on sera amené à y revenir, ou peut-être qu'on sera demain le client ou le fournisseur, voilà, le client ou le fournisseur de l'entreprise. Donc c'est très important aussi que quand on s'en va, il faut accepter qu'une personne va changer 13 à 15 fois d'employeur. Donc, il faut veiller au recrutement, à la fidélisation, mais aussi à la façon dont les personnes puissent sortir aussi. Voilà, à l'échelle du temps, on intègre, on développe, on retient, et puis on facilite la sortie. Je voudrais, pour terminer avec vous, Jean-Dominique Senard, qu'on revienne sur ce que vous disiez, sur cette verticalité, cette responsabilisation. Je vous conseille vraiment cette tribune dans le Figaro que vous avez signée. Comment elle peut se traduire, cette révolution managériale, j'allais dire, dans le reste de la société, pour gommer cette verticalité à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure? Vaste sujet, hein. Oui, parce que ça ne concerne pas que l'entreprise. Oui. Ça concerne le secteur public, ça Mais concerne entreprise dans l'organisation la cité, des territoires, au sens large. Ça passe par une volonté d'agir, ça passe par une détermination et un certain courage. Je parlais de l'exemplarité des dirigeants, je pense que ça en fait partie. Mais le courage aussi. On ne parle pas souvent, ça, mais il faut du courage pour faire des mouvements comme ça. Et dans tous les domaines de notre pays aujourd'hui, que j'évoquais tout à l'heure, si on manque de courage, on ne va pas s'en sortir. On pourra en parler, c'est sympa, on fera des colloques, mais ça ne bougera pas. Ou ça bougera lentement, trop lentement. Voilà mon point, c'est qu'il faut maintenant que l'on en parle et qu'on en parle fortement et qu'on échange les bonnes pratiques. Et on a évoqué, c'était la première recommandation de notre rapport, Sophie, l'idée, qui était peut-être un peu un rêve, mais qu'il y ait une journée par an, qui ne soit pas le 1er mai, où on parle de travail. Mon Dieu, je me dis, je crois l'avoir dit hier au ministère du Travail, que l'État me semblait être assez bien nommé pour être fédérateur dans cette idée-là, de dire, même au fond, pourquoi est-ce qu'on ne consacrerait pas une journée à justement parler du sujet, évoquer les pratiques, donner des sentiments. Ça ne peut pas se faire par la loi, ça ne se fait pas par le règlement, cette histoire-là. Et vous l'avez dit tout à l'heure, à juste titre. En revanche,
on a une mission collective, compte tenu de la largeur du sujet, de lancer, me semble-t-il, en France, une réflexion profonde là-dessus, quitte à ce qu'en effet, comme on l'a fait un peu ce matin, des belles pratiques soient échangées, mais alors au fond, pas sur la forme, mais sur le fond. Voilà comment je dirais les choses, parce qu'il n'y a pas de recette miracle, n'est-ce pas? Et c'est pas ici qu'on va pouvoir, les égrener. En revanche, il y a une volonté commune, une conscience collective que le sujet est vraiment majeur. Je disais tout à l'heure de façon un peu forte, peut-être, que c'était pour moi un sujet d'ambition nationale. Enfin, je continue à le penser, donc je vous le dis carrément. Voilà. Et bien, il me semble que nous sommes bien placés ici, dans vos rôles respectifs, pour donner une sacrée impulsion à cette affaire-là. Voilà ce que je veux dire. Sophie, un dernier point par rapport à ça, très rapide. Oui, très rapidement. Moi, j'étais marquée dans les travaux qu'on fait en ce moment au CESE sur l'articulation des temps, de la grande humilité des organisations qu'on a auditionnées, que ce soit chefs d'entreprise, organisations patronales, de branches, de salariés, sur ce qu'il faut faire par rapport à cette nouvelle organisation des temps. Autant à l'époque des 35 heures, je pense que tout le monde avait des avis très clairs, il faut y aller, il ne faut pas y aller. Là, tout le monde est un peu dans l'expectative et on voit bien qu'on est en train de passer d'un temps où le travail, c'était une unité de lieu, de temps, c'était du temps de travail qui était rémunéré, à une grande porosité, on peut travailler de partout, pour un tiers des Français, il y a une porosité entre le temps de travail et le temps libre, et que les nouvelles formes, elles sont en train de se construire, et qu'on n'a plus envie d'expérimenter que d'avoir des choses tranchantes qui arrivent aujourd'hui. Et du coup, l'idée de la COP Travail qui a été évoquée, non seulement on ne peut que s'en féliciter, parce que c'était la première des recommandations des assises, mais moi, dans COP, ce que j'entends aussi, je trouve intéressant, c'est conférence ouverte des parties. Ça veut dire que ce n'est pas un sujet uniquement de dialogue social avec les partenaires sociaux et le ministère du Travail, bien entendu, mais c'est aussi un sujet avec les organisations environnementales, les organisations représentant la famille, la jeunesse. C'est un sujet sociétal. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'entends dans COP aussi, parce qu'on l'a dans la COP de l'environnement, c'est qu'on se fixe 2-3 indicateurs sur l'environnement. C'est comment on fait pour ne pas dépasser 2 degrés, comment on fait pour avoir une économie décarbonée en 2050. Et là, ça pourrait être comment on fait pour diviser par 2 les accidents en 2030, comment on fait pour avoir un taux de représentation, de couverture par un CSSCT de tous les salariés français, qu'est-ce qu'on se donne, un taux de difficulté de recrutement ou de tension sur le marché de travail qui diminue, qu'on ait 2-3 indicateurs sur lesquels on s'entende tous, collectif, et qu'une fois par an, ce ne soit pas un colloque pour se faire plaisir, mais que ce soit collectivement qu'on s'engage et qu'on partage les bonnes pratiques qui nous permettent d'atteindre ces objectifs. Le message est passé. Merci de nous avoir accordé votre temps. Merci beaucoup. Merci. Vous tous. François, un petit mot. On va remercier nos intervenants, vous remercier d'être venus aussi nombreux et d'être encore là à 13h. Remercier Frédéric Ferrer qui nous a fait le plaisir d'animer brillamment cette conférence. Remercier aussi, et j'insiste, toutes les équipes de Randstad qui se sont mobilisées. Et puis peut-être un vœu. C'est bien de faire ça à Paris, mais ça serait encore mieux de le faire à Paris et en région. Et donc, Randstad peut être à l'initiative, mais j'aurais besoin de volontaires, de représentants d'entreprises pour que ce sujet du travail, ce soit pas qu'un sujet dans l'entre-soi parisien, mais que ce soit aussi un sujet dans nos territoires. Donc, je compte sur vous pour pouvoir le dupliquer sur d'autres territoires. Merci beaucoup. Merci. Et on va prolonger nos échanges autour d'un cocktail déjeunatoire. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à François Moreau. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci.